Bonjour à tous, bienvenue sur le Twitch de France Rugby, la chaîne Twitch. Je suis avec, vous le connaissez bien normalement, avec Nogodi qui est à mes côtés. Salut Nogodi. C'est vrai que me connaître c'est la norme maintenant, c'est ça dans le rugby ? Sur Twitch normalement, oui, il me semble. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns même que je reconnais dans le chat. Salut à tous, comment allez-vous ? On est en très belle compagnie en ce tout début de live. Encore une fois, on a le trophée avec nous comme vous pouvez le voir. Moi je vous le dis les amis, je peux le prendre. Ça se joue à quelques subs et je peux prendre le trophée dès maintenant. Vous me le dites. Voilà. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des gens à côté de nous avec la caisse, un cadenas, tout ça pour remporter le trophée parce qu'on l'a que pendant quelques minutes. Comme lors du premier live, si vous étiez déjà présent avec nous, il y a des gens qui sont là quand même pour veiller. On vous le rend après, c'est no stress. Ah, il était pas serein quand même. On est donc en direct du stade Pierre-Mauroy à Lille, l'ancien grand stade, la Decathlon Arena maintenant comme on l'appelle. Avec, c'était annoncé, ce toit fermé, c'est officiel je crois depuis 2 jours maintenant. Donc, je ne sais pas quel temps il fait parce que maintenant ça fait plusieurs heures qu'on est dans le stade avec Nogodi, mais en tout cas nous on verra pas la pluie et on verra pas le vent. Non, c'est sûr, je pense que c'est une très bonne chose en plus si on a envie de voir du jeu. On l'a vu que notamment les conditions en Écosse ont un peu ralenti le jeu, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un facteur qui fait qu'on va peut-être voir plus de volume, plus de jeu de la part des deux équipes parce que l'Italie est une équipe joueuse aussi ? Je sais pas, mais en tout cas à voir c'est impressionnant. On vous parlera évidemment bien sûr de l'équipe de France, de l'équipe d'Italie, les forces, les faiblesses. On fera un point sur les compos. Au programme aussi, on est avec vous jusqu'à 15h30 en direct donc sur Twitch. N'hésitez pas à mettre, si vous avez des questions, parce que nous c'est vrai qu'on a notre petit fil conducteur de ce dont on a envie et besoin de bien vous sûr. parler. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez sur le live, que ce soit Nogodi ou moi, on essaye de jeter un petit œil de temps en temps. Par exemple, je vois Ours de Métal qui nous dit bonjour. Salut Ours de Métal. Comment vas-tu Voilà. d'ailleurs, qui est modérateur aujourd'hui et qui va nous aider voilà. dans ce live et au final un live c'est pas juste nous deux, c'est aussi les équipes de modération dans le chat, donc on peut le remercier parce qu'il va bien vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à lui demander aussi dans le chat directement. Donc voilà, vous pouvez suivre tout ça. On vous parlera bien sûr aussi de l'équipe de France à 7, nos équipes de France à 7 qui sont à Vancouver et qui réalisent un parcours absolument exceptionnel. On va revenir là-dessus. Vous pourrez vivre aussi la descente du bus des joueurs. On va vous diffuser un premier extrait exclusif de l'épisode de Destin Mêlé qui sortira demain sur la chaîne YouTube de France Rugby. On aura un invité de marque cet après-midi aussi qui nous rejoindra, d'ici une petite heure, un peu moins d'une petite heure, le capitaine du 15 de France, Grégory Aldrit, qui évidemment, vous le savez, est blessé, mais qui est resté à Marcoussis avec les copains pour prendre soin de lui, se remettre sur pied. Il sera là avec nous à la place du trophée, en fait. Voilà. On va remplacer le trophée par Greg, c'est pas mal. Ce qui est pas mal du tout, tu vas me dire. Non, écoute, il a insisté pour faire en attendant le 15 avec Jenny, ce que je comprends, parce que journaliste de renom. Non, ouais, c'est très cool, on va pouvoir lui poser des petites questions. Surtout que on a bien compris qu'émotionnellement, l'Écosse, ça a été quelque chose un petit peu pour tout le monde. Donc ça va être cool de pouvoir parler de ça, notamment avec le capitaine des Bleus qui sera disponible pour vous, le chat. Et ça, c'est magnifique. Donc ouais, n'hésitez pas, si pour Greg Aldric, vous avez déjà des petites questions qui vous viennent en tête, on essaye. Est-ce que ça va bien au niveau des micros et tout ? J'ai vu qu'au tout début, c'était un peu complexe au début. J'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. Donc ça, c'est au top. Donc voilà, Greg Aldrit qui sera là, a gagné aussi dans ce live. Regardez-moi, j'ai pris un mannequin pour vous montrer la belle écharpe. Là, c'est pas mal du tout. Là, ça claque. L'écharpe France-Italie, l'écharpe du match, on vous en fait gagner, non pas une, mais 2. Il y en a une à gagner sur Discord dès maintenant, normalement, et une qui va arriver, si ce n'est pas déjà fait, sur le canal Instagram de France Rugby. En gros, on va vous poster une photo, et normalement, dans les conditions pour gagner, la dernière fois, c'était comme ça, on tirera au sort parmi tous les gens qui ont liké la photo, que ce soit sur Discord ou sur Instagram. On vous fera aussi gagner, ça c'est très important, il est là, le petit maillot du 15 de France dédicacé. Greg Aldrit viendra en personne le dédicacer tout à l'heure. On vous fera gagner ça avec le quiz sur le joueur mystère. La dernière fois à Marseille, vous aviez découvert assez rapidement François Cros. Alors on a décidé d'étaler un petit peu le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en saurez un peu plus évidemment sur ce joueur mystère, mais ça peut être n'importe quel international français. Donc si ça se trouve, c'en est un qui a déjà raccroché les crompons. Voilà, je vous dis ça. Ça fait du monde d'un coup quand voilà. même. Tu viens d'ouvrir la porte à plus de 1800 joueurs. Exactement. Donc ça, ce sera à gagner. Mais bon, ce qu'on va faire surtout dès maintenant, on va se mettre un peu déjà les 2 pieds dans ce match de l'équipe de France. 3e journée donc de ce tournoi des 6 nations.
On va pas se mentir, on arrive un peu plus soulagé parce que cette victoire en Écosse, elle a fait beaucoup de bien à tout le monde, Nogodi. Ouais, cette victoire en Écosse, je pense qu'aussi on a pris un petit peu plus la mesure. Alors on va nous kidnapper le trophée, hein. Vous inquiétez pas, tout est normal, c'est pas du vol, ça fait partie du protocole. C'est bien emballé et tout ça. Et c'est à la minute, hein, je vous le dis, c'est à la minute près, c'est normal. Non, du coup, pour attention parce que là c'est en direct, s'il a une bêtise là, on saura qui est le responsable. Et voilà. Ça m'a coupé dans mon explication, mais hop, vous ça. avez vu, tac, et là plus de trophée, ça va vite, hein, comme quoi. Non, pour en rebondir un petit peu sur le match, je pense qu'on a pris un petit peu la mesure de cette victoire face à l'Écosse, notamment avec la performance des Anglais en Écosse hier, qui ont pris une petite leçon de rugby, notamment de la part de Van der Merwe, que nous on a bien cadenassé comme joueur. C'était un match particulier dans le format. Je pense que les conditions n'ont pas aidé non plus, comme j'ai dit déjà tout à l'heure. Ce match, il fait du bien. C'est une victoire dont les Bleus avaient besoin et je pense qu'elle va nous libérer un petit peu. Et c'est ce genre de victoire qui te permet de basculer après l'échec de la Coupe du Monde et l'échec du début du tournoi avec l'Irlande. Bon, je te le dis, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Donc il y a eu cette petite semaine de repos quand même qui, je pense, ça fait du bien à tous les organismes et tout ça. On parlera de la compo, mais ça nous permet aussi de retrouver qui sera sur la feuille en Romain Tao. On sait à quel point cet impact player est important aussi pour le 15 de France. Donc ça permet de retrouver du monde, évidemment. On va pas se mentir, les commentateurs n'ont pas été dubitatifs sur cette victoire française en Écosse. Est-ce que tu comprends parfois les critiques de ce genre ? Alors je comprends parce que on est passé d'une équipe de France qui pouvait être extrêmement visuelle sur des contre-attaques tonitruantes, sur ce genre de choses, notamment en 2023, où même si on ne fait pas le Grand Chelem, on fait un tournoi avec du contenu intéressant, même en Irlande où on perd. Et je peux comprendre que effectivement, ça puisse être frustrant quand on ne voit pas l'équipe de France jouer d'une manière virevoltante, surtout avec les joueurs qu'on a, parce qu'on a les capacités de faire ça. Mais le rugby, c'est aussi être solide sur les bases. Et être solide sur les bases, c'est pas envoyer du jeu dans tous les sens. C'est être bon sur la tactique, sur le jeu au pied, sur la défense et sur les zones d'affrontement notamment. Mais est-ce qu'on pourrait aussi se dire que ce match-là, il a été vraiment libérateur aussi pour le 15 de France ? On l'a vu, l'explosion de joie totale. Greg Aldric pourra nous en parler. Il a dit que c'était une des plus belles victoires de sa carrière en termes d'émotion. Cette pièce, au final, qui bascule du bon côté, on avait besoin de ça aussi pour se remettre dans le droit chemin, peut-être. Bien sûr. Est-ce que, en vrai, on parlait beaucoup du coup du destin, notamment sur le dernier essai, etc. Je pense que, comme l'a dit très justement Finn Russell après le match, si tu veux le gagner, il faut t'assurer de le gagner sans que ça repose sur une décision, etc. Et effectivement, le coup du destin, ce genre de coup du destin, ça peut faire basculer tout un groupe. On arrive peut-être avec beaucoup plus de confiance après une belle victoire en Écosse, parce que mine de rien, même si la critique sur le jeu, etc., je le comprends, on est quand même allé gagner en Écosse. Donc voilà, et on a d'ailleurs les images du vestiaire. Vous pouvez voir les images tout simplement l'équipe de France qui occupe le vestiaire du LOSC de Lille, si vous suivez un petit peu le football, qui a été complètement customisé aux couleurs de l'équipe de France. En fait, le vestiaire est complètement rouge de base et maintenant il est totalement bleu avec juste des petites pointes de rouge, donc ça nous va aussi. On pourra apercevoir dans ce vestiaire pour la première fois le maillot d'un certain Esteban Abadi qui va faire sa première feuille de match, d'un certain Tuilagi qui va faire son premier match comme titulaire, deuxième feuille de match aussi consécutive pour Alexandre Roumat. On va vous parler de tout ça. Ce vestiaire, donc les joueurs, voilà, j'y pense parce qu'on le voit au moment même à la fin, Mathis Lebel qui devait jouer avec Toulouse ce soir, mais qui finalement est à Lille puisqu'il remplace au pied levé Louis-Pierre Biarré, l'ailier bordelais qui était là. Je ne sais pas si vous avez pu voir les images du Captain Run, qui ont été, on dit le Team Run maintenant, du Team Run, qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux de France Rugby. Il était là, mais finalement, il est victime d'un torticolis, donc on préfère rassurer tout le monde. Ça ne devrait pas être trop long pour Louis-Pierre Biarré. C'est le genre de blessures qui sont très pénibles et qui empêchent de jouer vraiment, pour le coup, mais qui ne devraient pas être trop longues. Sa durée de récupération devrait être OK. On a une question intéressante de Gauthier qui demande est-ce que les Italiens jouent en blanc ? Alors attends, parce qu'il y a une... Ils sont effectivement en blanc et les bleus en bleu. Voilà, mais il y a une coutume aussi. Alors, mais c'était pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il m'avait expliqué sur l'équipe qui portait pourquoi nous, l'équipe de France, on jouait en blanc et l'équipe qu'on recevait, entre guillemets, jouait avec son maillot au domicile. Je sais plus ce que c'était la raison, on me l'avait expliqué. C'est pas par rapport je dis peut-être une bêtise énorme, mais par rapport au daltonisme ou ce genre de choses maintenant. Non, je crois que c'était pas ça. Parce que je crois qu'il y a des trucs maintenant par rapport à ça aussi. Alors ça c'est possible, mais à l'époque. Ça c'est plus pour la télévision, pas ça, je crois, pour le coup. Vous voyez,
je m'étais pas renseignée là-dessus, je le ferai pour le prochain match, puisqu'évidemment on sera en live avec ce même plateau sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon pour le dernier match du 15 de France, le dernier match destination tout court, puisque c'est le dimanche le samedi soir à 21h, c'est le dernier match de la journée. Pour la dernière victoire des Bleus dans le tournoi en plus. Exactement, contre nos amis anglais qu'on adore. Justement, nos amis anglais ont parlé de leur match en Écosse hier. On pourrait se faire peut-être un petit point sur le classement actuel du 6 Nations à l'aube de ce match de l'équipe de France, voir où on en est un petit peu. Donc voilà, l'Irlande qui caracole évidemment en tête avec toutes ces victoires. L'équipe de France actuellement 4e, les Italiens qui sont derniers avec ce point de bonus défensif qu'ils ont pas ramené, mais qui était chez eux à domicile contre les Anglais. Beaucoup de frustration pour ces Italiens, cette défaite 24-27, alors qu'ils ont mené quasiment tout le match. Oui, tout à fait. Incroyable scénario. Une équipe d'Italie qui, mine de rien, je pense, par rapport à la Coupe du Monde, où elle a complètement sombré. Il ne faut pas oublier qu'ils en prennent plus de 60 face aux Bleus et plus de 90 face à la Nouvelle-Zélande. Donc une équipe d'Italie qui a paru complètement déconnectée des meilleures équipes mondiales, qui mine de rien dans le contenu, déjà face aux Anglais et la semaine passée, pareil, bon, c'était plus intéressant, ils ont été quand même largement dominés, mais pareil face à l'Irlande, où on a l'impression que ça va un peu mieux. En tout cas, on retrouve des repères, notamment offensifs, on essaye de tenter un peu plus. Défensivement, c'est pas encore au niveau, mais ils arrivent à être un peu plus connectés, les soutiens un peu plus proches, ce qui leur permet d'enchaîner, de tenter des choses et de faire de belles actions, comme notamment face à l'Angleterre. Mais effectivement, ça reste une équipe qui, en plus, il manque des joueurs devant. Je pense à Negri notamment. Donc ils ont un petit déficit de puissance, ce qui les empêche de pouvoir aller un petit peu mieux et de pouvoir enchaîner plus, parce que le rugby, c'est aussi devant principalement. Même si derrière on envoie beaucoup de jeux, si on n'est pas dominant devant, c'est très compliqué. On peut le dire aussi, puisque tu parles de ça, où c'est vrai, et je trouve que si vous avez eu la chance de suivre l'émission sur Twitch, la conférence de presse avec Pauline Bouic, où Fabien Galtier a répondu à de nombreuses questions, notamment au sujet de la charnière. Il s'est exprimé aussi sur les critiques qu'il avait pu recevoir sur sa communication, sur le fait que justement Greg Aldrit ait dit que c'était une des plus belles victoires de sa carrière. Intéressant de regarder cette conf de presse parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il a aussi notamment valorisé cette charnière bordelaise qui a été un peu mise à mal dans les critiques. Mais c'est vrai que quand devant, c'est compliqué aussi pour ceux derrière, mine de rien. Donc le rugby, c'est vraiment Exactement. un ensemble. Quand on le dit et qu'on le répète, c'est le collectif avant tout. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Bien sûr. D'ailleurs, je suis un peu curieux de ce que pensent les gens de l'Italie dans le chat, de comment ils jaugent le niveau de cette Italie. Est-ce qu'elle va beaucoup mieux qu'à la Coupe du Monde ou au contraire, ils ont l'impression qu'il y a quand même un gros écart de niveau? Moi, personnellement, je trouve qu'ils vont mieux. Mais effectivement, comme tu l'as dit, et d'ailleurs on le voit aussi avec les Bleus, la charnière, etc. Si devant, on n'est pas dominant dans l'impact physique, c'est trop dur dans le rugby international encore plus de pouvoir enchaîner. Il y a des équipes qui en championnat s'en sortent sans être les plus dominants devant. Mais c'est vrai qu'au niveau international, ça prend beaucoup trop de place. On le voit, l'Irlande gagne avant tout ses matchs devant. Et il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle. Quand, excusez-moi du terme, quand on se fait casser la gueule devant, on ne peut pas gagner un match. Voilà. C'est presque le no scrum, no win. J'ai envie de rajouter no ruck, no win, quoi. C'est un peu la même chose. Écoute, celle-là, on va la garder. On va la mettre en pastille, celle-là. Celle-là, on va la garder. Il y a eu la réponse sur le chat qui nous est donnée par CDG, alors c'est compliqué, le nom est long, hein. CDG, LHR, BSL. La règle des maillots, une coutume du 6 Nations. Voilà, c'est bien ce qui me semblait sur le tournoi des 6 Nations précédent, que l'équipe de France à domicile jouait en blanc, puisque la coutume, à la base, donnait aux visiteurs l'opportunité et l'honneur de porter leur couleur de domicile. Donc il n'y avait pas eu France-Italie, je crois pas, à domicile l'année dernière. On n'a fait que 2 matchs à domicile l'année dernière. Je me souviens plus lequel c'était. Enfin bref, dans tous les cas, ils nous ont dit ils ont arrêté cette coutume pour la version. L'Écosse et le Pays de Galles à domicile. Voilà, et ben du coup, on avait joué, on a fait en tout cas, c'était une coutume qui est arrêtée pour la version 2024. Voilà. Et vous avez d'ailleurs un sondage dans le chat qui est lancé par notre magnifique modérateur qu'on peut remercier. Selon vous, le niveau italien pendant ce tournoi, vous pouvez voter. Si jamais vous êtes sur téléphone, vous mettez votre téléphone droit et vous pouvez cliquer tout en haut et voter directement dans le sondage. Et vous avez du coup plusieurs éléments de réponse, mieux qu'en Coupe du Monde, moins bien qu'en Coupe du Monde, où le niveau se maintient. Ça descend, là. On était à 80%, 73% pensent que c'est mieux qu'en Coupe du Monde actuellement. On va parler des Italiens tout à l'heure, évidemment, puisque c'est une nouvelle ère qui démarre avec la nomination à la tête de cette sélection de Gonzalo Quesada. On parlera un peu plus de la compo de l'Italie, mais on va surtout parler évidemment de nos Bleus. On vous parlait de Pozzolo Tuilagi, de Mathis Lebel. On avait envie de vous parler de celui qui va enchaîner aussi sur ce match-là, sa deuxième feuille de match. Il a attendu longtemps, c'est vrai. Il a patienté, il a su être patient. Il a vécu des années un petit peu
Comme on dit dans mon jargon, mi-figue, mi-raisin du côté de l'UBB. Et il s'est pleinement épanoui depuis qu'il est au Stade Toulousain. C'est Alexandre Roumat qui va vivre sa deuxième sélection aujourd'hui, qui est sur le banc. Et je crois que Noé, tu voulais nous en parler un petit peu. C'est notre focus du jour. Ouais, c'est notre focus du jour. Joueur que certains peut-être découvrent, parce qu'il y en a qui suivent principalement l'équipe de France. Alexandre Roumat, du coup, qui est un troisième ligne, né le 27 juin 97. À Dax, il me semble d'ailleurs. Il a commencé le rugby à Osgore, il a aussi fait de la pelote basque et il a rejoint ensuite Biarritz, qui est donc son club formateur. C'est là où il a commencé en tant que professionnel de 2015 à 2017. Ensuite, en 2017, il a signé du coup à l'UBB. Je sais qu'il y a pas mal de supporters de l'UBB dans le chat, donc là, vous devez vous dire oui, effectivement, je m'en souviens, c'est normal, il a passé 5 ans. Il est parti du coup en 2022 pour rejoindre le Stade Toulousain. C'est un joueur qui a progressé du début jusqu'à maintenant dans sa carrière. C'est un joueur vraiment impressionnant, un énorme porteur de balle. Je le dis souvent pour ceux qui me suivent sur mes lives. Pour moi, c'est un des meilleurs porteurs de balle au monde. Balle en main, il est exceptionnel. C'est un profil qui, en plus, en touche, est excellent. Ils sont dubitatifs sur le niveau de l'Italie. Sur le niveau de l'Italie, ça bouge, mais par contre sur Roumat, là tout le monde est d'accord pour dire qu'il mérite amplement sa place. Ouais, bien sûr. Je pense que quelque chose qui aurait pu lui faire défaut par rapport au profil, c'est peut-être le déficit de puissance par rapport à d'autres troisième lignes. Mais en fait, balle en main, c'est tellement exceptionnel que ça c'est absolument pas surprenant qu'il soit là. Sur la conquête, la touche, il est très très bon. Donc non, c'est un joueur absolument grandiose. Et en plus de ça, ce n'est pas le premier du nom. Et non. À porter ce maillot bleu. Je peux vous dire qu'il est là. Le premier, oui, bien sûr. Premier est là. Il est dans et le je stade. peux vous dire qu'il s'est mis bien, qu'il est dans une petite loge au chaud. Et c'est bien mérité. Il avait peur d'avoir froid, lui qui arrive d'Osgore. Bien sûr. Et du coup, tu as pu lui poser quelques petites questions par rapport à cette sélection. Et on va pouvoir vous montrer ça tout de suite. Est-ce que tu as un souvenir à nous donner, en tout cas, est-ce que tu te souviens de ta première sélection? Ah oui, je m'en souviens très bien, oui, c'est très bien. C'était en Nouvelle-Zélande, à l'Eden Park d'Auckland, contre les All Blacks, fin juin 89. J'étais remplaçant et Jacques Froux, c'était l'entraîneur, il m'appelle, il me dit tu vas rentrer. Donc à l'époque, il n'y avait pas les changements autorisés comme maintenant. Donc c'était Marc Cessillon qui jouait troisième ligne, il avait simulé une blessure pour que je puisse rentrer. Et j'avais fait ma première sélection contre la Nouvelle-Zélande. Donc ils étaient champions du monde en titre, puisqu'ils avaient été champions du monde en 87. Est-ce que c'était tout aussi important pour toi de voir ton fils porter le maillot bleu? C'était important, pour lui surtout. Pour moi, c'était très important surtout d'assister à sa première sélection, parce que je lui avais promis. Donc j'espérais que ça soit dans une zone, allez grosso modo à 2 heures d'avion, parce que si ça avait été en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, comme il l'a su que le mercredi, qu'il serait remplaçant. Donc il a fallu s'organiser pour aller à Édimbourg avec sa maman, réserver l'avion, l'hôtel, donc ça a été un peu le combat, mais bon, le plaisir était immense. Ça d'ailleurs, ça m'a un petit peu ému parce que j'ai passé une après-midi difficile, pas parce que le match était compliqué, mais parce que ça me rappelait beaucoup de souvenirs. Et voilà, puis je n'ai tellement parlé de l'équipe de France qu'à Alexandre, que le jour où ça arrive, ça m'a un petit peu ému de voir les hymnes et puis de le voir faire le tour du terrain avec la coupe là qu'ils ont entre la France et l'Écosse. Et donc il est venu nous faire la bise juste après le match. Ça t'a saisi quoi? J'étais ému. Qu'est-ce que tu as pensé de sa première prestation avec les Bleus? Là c'est des matchs internationaux, c'était un match compliqué avec beaucoup de pression. On sait très bien que ce match allait se gagner ou se perdre à 1 ou 2 points, comme ça a souvent été le cas contre l'Écosse. Je sais il était très serein, il est rentré en essayant de donner le maximum pour l'équipe, comme il le fait tous les dimanches avec le Stade Toulousain. Donc ouais, je suis content pour lui parce que c'était une belle entrée en matière. Donc, comme on peut le voir, l'équipe de France, c'est une histoire de famille, mais c'est beaucoup d'émotions aussi. On a senti quand même pas mal de fierté et cette envie de transmettre notamment. C'est ça qui m'a beaucoup touché justement dans l'interview, même si c'était pas très long, on a pu vraiment le sentir. Et on voit que l'équipe de France s'est installée quand même dans le cœur de pas mal de familles du rugby. En tout cas, je peux dire qu'il était ravi surtout que sa première sélection se fasse en France, il l'a dit. Il avait un peu peur de devoir traverser les océans pour aller assister à la première d'Alexandre. Alors en fait, Olivier, je travaille un peu avec lui. On a commenté un match en fait vendredi soir à Mont-de-Marsan, très exactement. Connaissant un peu Olivier, je pense qu'il aurait fait dans tous les cas pour aller suivre son fils, avec sa maman aussi, puisqu'il en parle aussi. Il dit que sa réussite, il la doit aussi à sa maman. C'est pas juste papa qui lui a transmis les gènes du rugby. Voilà. Donc et puis très honnêtement.
j'ai pas la chance de connaître tous les joueurs du 15 de France. Alexandre, j'ai pu le croiser un peu à Bordeaux, c'est vrai. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, de très posé, très conscient du niveau qu'il a aussi et de celui qu'il veut atteindre sans prétention. Donc voilà, c'est sûr que ça fait plaisir quand des joueurs comme ça, des bosseurs comme ça, entre guillemets, arrivent à atteindre leurs objectifs. Honnêtement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui se ressent dans son jeu. Je trouve que, comme je le dis, il s'est amélioré du début jusqu'à maintenant dans sa carrière. Je pense que c'est un joueur qui prend la mesure de ce qu'il est capable d'accomplir aussi sur le terrain. Joueur très visuel, très technique, que j'aime beaucoup. Et on le voit, il dégage une sérénité, même quand il rentre en bleu, dans un match compliqué face à l'Écosse, en Écosse, où on est un peu derrière, etc. On a l'impression qu'il fait ça depuis très longtemps, quoi. Donc très impressionnant, j'aime beaucoup le joueur. Bon, écoute, on verra ce que ça donne pour sa deuxième. Puis bon, il n'est pas très vieux non plus, donc il a un petit peu de marge devant lui. Sûr, et peut-être qui sait qu'on le retrouvera bientôt titulaire un jour en équipe de France. On lui souhaite en tout cas. Histoire de famille aussi, on regardera cette compo, mais il y a une petite histoire de famille aussi cet après-midi, puisque les frères Tao sont réunis. Ce soir sur la feuille de match, Romain donc, est de retour après sa blessure. Ils seront tous les deux sur le banc des remplaçants. Voilà, on aime toujours un peu ces petites histoires-là, ça fait toujours quelque chose. Quoi. Même les Garbici en Italie, etc. C'est ces petites histoires qu'on aime bien, les barrettes avec les Néo-Zélandais. Non, bien sûr, mais sauf quand ils jouent contre nous. Oui, sauf quand ils jouent contre nous, c'est moins marrant, ça, je dois l'admettre. Mais oui, non, ces histoires-là, c'est toujours bien. Surtout qu'en plus, malgré tout, ils n'ont pas eu tant que ça l'occasion de jouer ensemble. C'est arrivé à plusieurs reprises. Une des dernières fois où c'est arrivé aussi, c'était notamment en match de prépa face à l'Australie. Où vous avez eu l'occasion de rejouer ensemble. Mais non, ouais, c'est une très bonne chose. Je suis content pour eux. Et mine de rien, le retour de Romain Taofinois va faire du bien sur un poste où on a quand même pas mal de pépins, on va dire. Justement, on parlait qu'il y a eu cette semaine de repos. Les joueurs étaient à Marcoussis cette semaine pour s'entraîner. Alors à part évidemment ça c'était le forfait de dernière minute de Louis Bielbiarré, il n'y a pas eu de gros pépins supplémentaires, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, c'est comme ça dans le rugby malheureusement, ça ne prévient pas, ça peut arriver sur un entraînement, sur un match, c'est comme ça. Les joueurs qui étaient donc à Marcoussis cette semaine, j'ai eu la chance moi d'y être mercredi avec eux pour assister à l'entraînement qui n'est pas ouvert au public mais un entraînement à haute intensité, comme tu avais pu le faire il y a quelques semaines de ça. Il pleuvait des trombes. Et je vais te dire pourquoi je dis ça, parce que sur les messages je vois là un match dans le nord, il va pleuvoir en non-stop, est-ce que le toit est fermé, oui ou non, donc au cas où on ne voulait pas préciser, oui. Écoutez, oui, la salle est chauffée, il fait 25 degrés, non, on a l'impression d'être pas tout à fait mais la décision a été prise de manière unanime et officielle il y a 2 jours maintenant. Le toit sera fermé tout au long de ce match évidemment, donc pas de pluie, pas de vent, ça va faire partie aussi des conditions, comme on disait, qui vont peut-être aider à favoriser du beau jeu. Bien sûr, comme on s'est beaucoup plaint aussi auprès des Bleus en Écosse sur le manque de jeu, etc. Le truc, c'est que là, vous pouvez voir du coup que le stade est fermé. C'est impressionnant. De l'intérieur, c'est vraiment vraiment impressionnant d'être dans une salle comme ça. Et en plus, c'est très grand. Ouais, je change de sujet, arrivé, désolé, mais je vous le dis. Donc il y avait personne dans le stade. On marchait. En fait, donc autour de la pelouse, il y a de la fausse pelouse qui fait le tour là, comme ça. De l'autre côté des poteaux, des poteaux. Et des pneus. D'ailleurs, j'ai pris l'avion avec son papa qui faisait des selfies à tout va dans l'aéroport de Bordeaux. Il arrêtait pas, c'était la star un petit peu. Et on marchait sur cette fausse pelouse comme ça, on était là, il n'y avait pas un bruit, on était là. On a vraiment l'impression d'arriver dans un petit salon, je sais pas, trop bizarre, l'ambiance de ce stade fermé. C'est très particulier quand même. C'est particulier, mais c'est impressionnant ce genre de... On peut appeler ça une salle presque finalement. Oui. Non, c'est assez impressionnant. Et comme pour en revenir du coup à ce qu'on disait, je pense quand même que ça favorisera le jeu. Les conditions étaient difficiles en Écosse, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est difficile d'envoyer énormément de jeux quand il pleut pendant 80 minutes, que la pelouse est mouillée, etc. Là, on sera quand même dans de meilleures conditions. Alors après, est-ce que tactiquement on a envie d'envoyer du jeu, etc. Ça c'est autre chose, bien évidemment. Mais normalement, ça devrait favoriser. En tout cas, les Italiens, on sait qu'eux, ils ont de grandes ambitions de jeu. Ça devrait favoriser pas mal de volume. J'ai vu passer dans le chat aussi des commentaires disant que la France n'avait jamais mis de très grandes tollées à l'Italie. Peut-être le fait de rugby latin contre rugby latin, mais enfin en Coupe du Monde, quand on les a affrontés, si c'est pas une tollée quand même, c'était pas non plus... Le dernier affrontement, oui, pardon, mais ça une tollée. Mais s'il parle du tournoi, c'est vrai que... Je réponds. C'est vrai que le tournoi, ils nous ont souvent posé problème, ces Italiens, quand même. C'est-à-dire qu'ils étaient... J'étais pas sûr, c'est 60-7 en Coupe du Monde, donc voilà. C'est quand même une petite déroute.
Et déroute. vous allez justement pouvoir voir les dernières confrontations entre la France et l'Italie, donc celle de la Coupe du Monde 60-7, où voilà. on a gagné 60-7, mais face à une Italie qui honnêtement on ne reconnaissait pas, complètement dépassée, Ah ouais, totalement. des air plaquages, c'était franchement, j'aurais pas aimé être italien pendant cette Coupe du Monde, je vais être honnête. Ensuite, on avait quand même l'année d'avant dans le tournoi un match très difficile en Italie. Et celui-là, faut pas l'oublier mais c'est le problème des Italiens. C'est-à-dire que si les Italiens, on s'en défait pas rapidement au score, ils vont nous coller, ils vont être. Et c'est là, tu as l'impression qu'ils gagnent plus de points de puissance. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Et d'un coup, ils deviennent pénibles dans tous les rucks. Ils envoient du jeu dans tous les sens. Tu as l'impression que la chance bascule de leur côté aussi. Et c'est quand même des choses qui arrivent assez régulièrement quand on joue là-bas. Mais on est quand même supposé... Et voilà, on voit que ça peut aller quand même. Voilà, c'est très variable au si niveau des scores. Si on s'en décroche vite, normalement, derrière, on peut enchaîner un peu plus facilement parce que c'est une équipe, une fois qu'elle est décrochée au score, c'est compliqué. Oui, et puis voilà, on en parlera un peu plus dans la deuxième partie, mais c'est vrai que c'est contrairement entre guillemets au 15 de France, c'est pas une équipe qui a une énorme profondeur de banc non plus. Donc voilà, je vois beaucoup passer dans vos commentaires. On va enfin voir du beau jeu, enfin voir des essais. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut toujours, quand on regarde un match de rugby, qu'on essaie de l'analyser sans être un grand spécialiste de rugby, se dire qu'évidemment les conditions climatiques, ça joue pour beaucoup. Je peux vous dire que moi, au match où j'étais vendredi soir à Mont-de-Marsan, il y avait des rafales de vent comme ça sur la pelouse, il pleuvait des trombes. J'ai rarement vu ça, mais une pénalité en face des poteaux sur la ligne des 22, le ballon est parti tout droit et au dernier moment, il est reparti presque derrière le joueur. Donc il faut se rendre compte que les conditions climatiques dans un match de rugby, ils sont pour beaucoup, même si tu as mis en place la meilleure tactique possible. Complètement, surtout que là, tu as parlé de... Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de la pluie, tu as parlé du vent, tu as raison, le vent, c'est un impact énorme. Ici, normalement, il n'y a pas trop de vent, ça devrait aller. Donc, non, on devrait s'en sortir. Le toit empêche quand même pas mal ça. Donc, voilà, il n'y a plus d'excuses, on va dire. Il n'y a plus d'excuses, on est obligé, on peut plus mettre ça sur le dos, on peut plus mettre ça sur le dos des intempéries, etc. Il faudra prendre la mesure de notre niveau réel aujourd'hui, voilà. Bon, on parlait un peu de l'historique, je ne sais pas si vous êtes au courant aussi, mais à l'occasion, un peu comme entre la France et l'Écosse, à l'occasion du match entre la France et l'Italie, à la fin du match, il y a un trophée, le trophée Garibaldi, qui est remis à l'une des équipes, l'équipe vainqueur en général, c'est mieux. C'est mis en place depuis 2007 entre la France et l'Italie. La France l'a remporté à 15 reprises, l'Italie à 2 reprises, puisque on est sur 14 victoires d'affilée contre les Italiens, donc pourquoi pas la passe de 15 ce soir, on espère surtout. Très bien. Voilà, et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu sais me dire les 2 victoires de l'Italie contre la France pour le trophée Garibaldi? Est-ce que je saurais dire? Je pense pas. Ça doit être début des années 2010. Ouais, c'est ça. Je dirais 2013, 2012, quelque chose comme ça. C'est 2013 et 2011, okay. Sous l'ère Lièvremont et sous l'ère Saint-André. Voilà. Qui n'était pas nos meilleurs souvenirs, je pense, en tant que supporter de l'équipe de France. Voilà. Donc du coup, ce trophée que l'équipe de France a remporté 15 fois et l'équipe d'Italie seulement à 2 reprises. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite, excuse-moi, je te coupe. Il y a un sondage actuellement sur combien de points d'avance vous pensez, si la France gagne, de combien de points d'avance va-t-elle gagner? Vous pouvez voter dans le chat si vous êtes sur téléphone. Vous pouvez mettre votre téléphone droit et vous avez l'onglet directement dans le chat pour voter. Je peux voter moi ou pas aussi? Normalement, tu peux voter. Oui. Alors attends, moi je vais mettre une victoire de... Parce que moi j'aime bien quand on stresse un peu. Tu vois, 8-14, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Voilà, j'ai voté. Votre vote a été pris en compte. Voilà, je participe au vote comme ça. Et nous, les pronos, moi, je pense qu'on va avoir un écart assez important avec cette équipe italienne. Je pense qu'il y a eu peut-être un déclic qui s'est passé la semaine dernière qui va faire du bien aux Bleus. Et je pense qu'ils seront aujourd'hui en mesure de prendre le dessus sur cette équipe italienne à qui il manque des éléments devant qui sont assez importants notamment. Donc ouais, c'est Gauthier Baudin qui demande. Bien sûr, Gauthier d'ailleurs, est-ce que je peux en parler rapidement? Vas-y, mais c'est pour ça que je vous conseille les amis, sa chaîne YouTube, il a fait un documentaire absolument magnifique sur la Belgique. La Belgique, ouais, j'ai vu. Voilà, je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas à aller lâcher un petit abonnement parce que vous allez vous régaler. Si vous aimez le rugby, c'est que du bonheur. Donc moi, mon prono, j'ai dit, franchement, c'est pas mon pronostic, c'est que moi, quand je vais au stade, que je regarde un match, j'aime bien quand voilà, c'est un peu tendu, qu'on est dedans jusqu'au bout. Tu vois, moi, j'aime bien vivre un peu. Alors, pas la peur au ventre non plus. Hein. Faut qu'il y ait un peu plus qu'un essai transformé d'écart, tu vois. Mais voilà, donc après, dire combien ça va se terminer. Je pense que ce qu'on disait, ce match contre l'Écosse, cette victoire contre l'Écosse, elle a vraiment soulagé beaucoup les esprits. Je pense, et j'en suis même persuadée, qu'il y a certains joueurs qui seront titulaires sur la pelouse
qui ont très envie de faire taire certaines critiques aussi, qui vont avoir à cœur de faire un gros match. Voilà, je pense qu'ils se sont remis un petit peu les idées en place. Il ne faut pas oublier que on est parti d'un statut d'équipe presque intouchable. Une défaite en quart de finale de Coupe du Monde, je suis désolée, ça laisse forcément des traces, c'est normal. Cette défaite pour le premier match contre l'Irlande, forcément, ça te rajoute un petit coup derrière la tête. Alors oui, cette victoire contre l'Écosse, je pense qu'elle a un petit peu permis de se libérer. Et évidemment qu'enchaîner avec le match contre l'Italie, c'est le meilleur moyen pour faire dérouler un petit peu. Donc c'est pas véritablement un pronostic, mais en tout cas sur la lisibilité de cette affaire, je pense que c'est le match idéal pour un petit peu se lâcher, et je pense qu'on peut avoir un gros score. Voilà. Mais malgré tout, tu préférais un match serré. Moi personnellement, on a les joueurs qui entrent derrière sur le terrain. Je sais pas si vous allez les voir, mais c'est juste un petit peu voilà. Vous avez Mathis Lebel du coup qui était peinard à Toulouse et qui se retrouve à Lille en costard. Voilà. Les joueurs voient du pays quand même. Esteban Abadi là qui est tout seul au premier plan aussi, qui va vivre sa première avec le 15 de France. Damien Penaud avec son téléphone, petit selfie, petit texto. Et avec leur costard, on va Nolan Le Garec aussi. Je pense que c'est Peato Movaca là-bas de dos avec Posolo Tuiagi et Yoram Moefana, non? Ou alors j'y vois pas très bien, mais je pense que c'est eux trois. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je crois. Movaca, Tuiagi, on est un peu loin de Moefana. l'écran, nous, pour notre gouverne. Ouais, voilà, donc c'est vrai, peut-être que je les verrais mieux en me retournant, non, pas sûr. Pas sûr avec mon âge, sans mes lunettes. Mais bon, du coup, les joueurs qui viennent, qui prennent un peu l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a dans cette salle, qui commence à se remplir un petit peu, mine de rien. Je vois que Michael Portugais nous dit, moi je vois une victoire avec 20 points d'écart. Bon, écoute, de loin, Pozzolo est moins impressionnant. Alors, je peux vous dire que de loin, peut-être. Moi, je préfère sur un terrain de rugby, je préfère qu'il soit loin de moi, personnellement. Alors là, vaut mieux l'éviter parce que je l'ai croisé dans le tunnel l'autre jour. Il est costaud, j'ai laissé passer le garçon. Mais il fait partie des joueurs qui ont joué la semaine passée, alors que pas mal étaient au repos. Oui. Et donc, il enchaîne avec un match. Esteban Abadi aussi. Il n'y avait que 19 joueurs au repos, donc effectivement, il y en a. Et il enchaîne du coup avec un match en top 14. Et ensuite, il revient en tant que titulaire avec cette équipe de France. Donc non, c'est des joueurs qui enchaînent quand même énormément. Intéressant, Benoît qui nous dit, j'espère que cet après-midi on va voir le record d'essai pour Damien Penaud. Peut-être que Serge Blanco va être battu cet après-midi, on l'espère. C'est quand même quelque chose sur lequel on peut se poser un petit peu, parce que c'est vrai que mine de rien, ça fait un moment qu'il est là, ce record d'essai. C'est toujours quelque chose, ce genre de mouvement, on va dire, dans les classements, et ça donne surtout une idée du niveau de certains joueurs, notamment celui de Damien Penaud qui peut le passer. Il est jeune encore, hein, et il peut le passer et bien le passer. Effectivement, aujourd'hui, alors ça nécessiterait qu'il en marque 2. Je crois qu'il a 36 et c'est 38. Ça nécessiterait qu'il en marque 2 pour l'égaliser et 3 pour le déplacer. Bon. Je veux dire, je signe pour un triplé. Sait-on jamais. Voilà, magnifique. Surtout. Ah, ça, on a des supporters dans le stade. On a un coq géant là au bord de la pelouse. C'est magnifique, hein, vraiment. On se régale. On va faire un petit point justement sur la compo. Si on peut peut-être afficher la compo parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler, mais autant qu'on vous la montre, cette compo mise en place par le staff de Fabien Galtier. Je vais juste rebondir sur un petit truc avec moi que je viens de voir dans le chat. Ouais, effectivement, de temps en temps, vous avez des publicités sur Twitch, les amis. Est-ce que là, c'est cette cam-là? Oui, c'est parfait. Vous avez des publicités sur Twitch, mais si jamais vous prenez un abonnement du coup payant à la chaîne Twitch France Rugby, vous allez avoir du coup les rediffusions directement après chaque émission. Et sinon, vous avez toutes les émissions qui sont 48 heures après sur la chaîne YouTube France Rugby. Alors ça, est-ce que c'est ça, tu vois, je vois en violet la question, faut-il satisfaire de la forme large score ou faut-il absolument du fond pour être satisfait? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Je pense que quand tu es dans une période de doute, de remise en question, le score et le résultat est le plus important. C'est pour ça que on m'a même reproché personnellement d'être un peu trop positif quant à la victoire des Bleus en Écosse. Le résultat, quand tu n'as pas de repère, que tu as l'impression d'être un petit peu en difficulté et que tu arrives quand même à gagner, je trouve que ça en dit long, et c'est à partir de ça qu'on reconstruit. C'est toujours plus simple de reconstruire après des victoires qu'après des défaites. Et effectivement, le fond est important. Je pense que le fond est encore plus important, notamment quand on affronte l'Italie, une équipe supposée plus faible. Mais
Mais bon, c'est avec le résultat qu'on gagne des T'es Coupes du perturbé Monde, par tes notamment. fans? Non, du tout. Je réfléchis surtout. Alors, je voulais mettre un petit tacle au style de jeu de l'Afrique du Sud, mais ils sont champions du monde. Donc, Ne dis rien. Après, c'est nous qui allons nous faire tacler. c'est vrai, c'est moi, c'est ma responsabilité à moi, il n'y a pas de problème. Gauthier Baudin nous demande: pourrais-tu nous parler d'Esteban Abadi, le bréviste? On peut en parler? Sa première sélection. Bah oui, parce que je sais pas si du coup on a affiché la compo ou pas. J'ai 3 personnes entre la régie et nous, donc je ne vois pas la régie. Mais donc on va vous mettre la compo, et donc on le disait, Esteban Abadi donc qui est capitaine de Toulon en ce moment, oui. qui va faire donc sa première feuille de match, qui était là dès le début de ce tournoi à destination avec le groupe, mais qui à chaque fois était parmi les joueurs libérés, à l'image de Mathis Lebel qui a été rappelé. Oui, Emilien Gaëton, Nicolas Deporter. Exactement, cette compo donc avec une première ligne inchangée depuis le début: Cyril Bay, Movaca, Antonio, les 2 Toulousains et le Rochelet, une deuxième ligne inédite pour le coup. Cameron Woki, Possolo Tulagi, on le disait, qui va faire sa première titularisation, oui. Pas sélection du coup, mais titularisation, tout à fait, sa 3e sélection déjà. On prend de l'âge, le mec il dit n'importe quoi. Non, par contre, honnêtement, j'y réfléchissais et je me disais, est-ce qu'on peut faire plus complémentaire actuellement comme 2e ligne? On a, je pense, le joueur de touche par excellence qui est capable aussi d'avoir des mains vraiment bonnes, un bon porteur de balle, et on a Possolo Tulagi qui est une puissance phénoménal. Je pense que maintenant ça ne fait plus de doute, même au niveau international, physiquement il est prêt au combat, il est prêt au défi. Je pense qu'on était très nombreux à être impatients de le voir. Là on le verra en tant que titulaire, donc franchement c'est une très bonne chose, et une 2e ligne très complémentaire. Vous allez pouvoir voir en plus l'arrivée des joueurs. Oui, c'est vrai qu'on les a montrés sur la pelouse, mais on aurait pu vous montrer l'arrivée dans le stade, dans ce stade Pierre Mauroy transformé donc pour le rugby. C'est vrai que c'est un stade qui se transforme pour tout. Moi, pour vous dire, j'étais déjà venu voir ici du basket. C'était en 2013, imagine ça, l'Euro de basket 2013. Et du coup, il a combien de temps ce stade? Parce qu'il fait très neuf quand même. Parce que, du coup, 2013, quand je viens voir l'Euro, je crois que c'était sa première année de vie. Donc, je pense que le stade est de 2012. Voilà, Cameron Woki dont on parlait, Mathieu Jalibert, Esteban Abadi, Maxime Lucu, Thomas Ramos, Paul Boudéan qui est titulaire aussi ce soir, Damien Penaud, Léo Barré qui est ce qu'on appelle 24e. En fait, ils sont 3 à être 24e. Je crois que c'est Léo Barré, Maxime Lamotte et je sais pas, c'est pas Dany Prizot. Si, je crois que 3e, 24e. Effectivement. En gros, ces 3 joueurs-là, quand vous rentrez là dans le vestiaire, vous imaginez, donc il y a, ça fait un U comme ça avec tous les titulaires, et juste en face, comme ça sur le côté, il y a genre 3 chaises avec leurs photos au-dessus, puisque ces 3 joueurs-là vont s'entraîner comme tous les autres, avec tout le... regardez, Greg Aldrit qui est arrivé aussi avec tout le groupe, le capitaine, alors que lui non plus ne va pas se changer. Il viendra avec nous. Il viendra avec nous tout à l'heure, Grégory Aldrit, d'ici une dizaine de minutes. Il sera avec nous, Grégory Aldrit. Donc Maxime Lamotte, pour finir mon explication, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas vraiment, ce qu'on appelle les 24e, s'échauffent de manière totalement normale avec tout le groupe ici sur la pelouse. Et au cas où, c'est déjà arrivé sur un match lors de la prépa Coupe du Monde, il y a un pépin pendant l'échauffement, eh bien un de ces garçons-là est appelé sur la feuille de match à le remplacer. Tout à fait. Voilà, donc Léo Barré. Qui arrive finalement quand même assez régulièrement sur une saison classique. C'est le genre de choses qui peut arriver. En tout cas, en top 14, oui, ça se voit souvent. Des gars qui disent bon, bah, de toute façon, moi je suis 24e, tranquille. Et puis en fait, au plus restez pas prévu, je rentre sur la feuille de match. Donc on était du coup sur cette compo du 15 de France. On parlait de la 2e ligne. Sur la 3e ligne, du coup, la petite Olivon, François Cross et Paul Boudéan. Bon, alors moi je peux le dire, je suis une grande fan de Boudéan, j'adore ce joueur. Avant qu'il soit sélectionné, je n'avais qu'une hâte, c'est qu'enfin il soit appelé, parce que chaque fois que je le voyais jouer, je le trouve impressionnant. Ouais. Et vous en parliez beaucoup dans le chat en plus, donc voilà, on est d'accord. N'hésitez pas à donner votre avis sur la 3e ligne de manière générale. Ce que j'aime, en fait, pour tout te dire, moi ça m'a surpris la titularisation de Boudéan. Je pensais pas qu'on allait partir sur ça. Je pensais qu'on allait avoir Kroos en 6 encore une fois, et éventuellement un Roumat en 8. Parce que je pensais que Boudéan était vu comme notre utility player. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le joueur, comme on est en 6-2, donc on a 6 avant et 2-3 quarts sur le banc, enfin 2 arrières. Sont Yoram Moefana et Nolan Le Garec. C'est ça, tout à fait. On sait que Boudéan a cette capacité à jouer centre aussi, et du coup je me suis dit, c'est peut-être ce joueur-là qui nous garantit le 6-2 sans aucun problème, mais on le voit, là il est rentré en tant que titulaire dans cette équipe, ce qui fait qu'effectivement on reste dans un 6-2, ce n'est pas Boudéan sur le banc.
c'est une bonne chose parce que je pense qu'on a tous envie de le voir un petit peu matcher parce qu'effectivement, dans le volume, etc., il est assez impressionnant. Mais tu vois, ça a cassé un petit peu mes idées que je me faisais de la hiérarchie et du fonctionnement de cette équipe, notamment sur la 3e ligne. Après, Kroos en 8, on l'a vu à la fin face à l'Écosse, ça fonctionne très bien. C'est un joueur qui est aussi un très bon porteur de balle. On le sait surtout dans les tâches de l'ombre, c'est un joueur exceptionnel, très très sous-estimé. Et de l'autre côté, Charles Olivon, que dire de plus Ouais, j'allais te dire, François Cross, je trouve que c'est le profil du joueur, tu sais, qu'on n'entend pas. Un peu qui rase les murs, qu'on voit pas trop. Par contre, à chaque fois qu'il est là, et puis voilà, quand tu regardes les statistiques, à chaque fois tu te dis ah ouais, ok, d'accord. C'est là que tu prends une claque à chaque fois que tu te dis d'accord. Donc il s'est passé tout ça et on l'a pas forcément vu. Vois, d'accord. Parfois, à une époque, peut-être sous-côté notre François Cross national qui est encore titulaire. Je pense qu'il l'est toujours un petit peu, mais ça c'est mon avis personnel. Justement, ton avis, il y a une question qui est posée sur le chat avec Movaka qui est encore titulaire. Ce soir, enfin cet après-midi, à chaque fois je dis ce soir, mais cet après-midi, puisque c'est vrai qu'avec ce stade fermé, on ne se rend pas vraiment compte. Il fait nuit pour nous, là. Le match est à 16h, je ne sais pas quelle heure il est, 3h moins le quart, donc ça va, on est encore en plein l'après-midi, c'est encore l'heure du thé ou du café. Sur le fait de la titularisation à nouveau de Movaka, alors que normalement, il était annoncé pendant plusieurs mois comme le remplaçant idéal, normalement. Comme l'a dit Fabien Galtier sur une interview, notamment à ce sujet-là, je crois que c'était après le premier match contre l'Irlande, notamment. Il y a pas mal de facteurs qui ont poussé dans cette direction. Déjà, le fait que Movaka soit extrêmement performant pendant la Coupe du Monde, au retour de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'internationaux qui ont mal digéré cette Coupe du Monde, qui ont repris, qui étaient un petit peu en difficulté en championnat. Il ne fait pas partie de ces joueurs-là du tout. Il a été très très bon en championnat, en Coupe d'Europe. Il a enchaîné beaucoup de matchs. Il paraît toujours fit, toujours en forme. Énorme porteur de balle. Et effectivement, il l'a dit, Fabien Galtier, il a un petit peu pris le maillot. Et en plus de ça, on a quand même eu un Marchand qui s'est fait opérer, qui a été blessé, etc. Et ça n'a pas poussé en son sens. Mais et puis surtout, on n'est pas sélectionneur. Oui, et en plus de ça. Mais c'est pour ça que je m'appuie sur les propos de Fabien Galtier. Oui, il y a aussi le fait que il te permet, il est très bon sur les bases, Marchand, et du coup il peut te permettre de sécuriser une fin de match. Et je pense qu'il y a aussi cette envie-là après un gros volume de la part de Movaka. Quand tu vois cette compo, quand tu vois le banc, t'es les Italiens, t'es Gonzalo Quesada, t'es en train de faire ta feuille de match, tu regardes le banc des remplaçants avec Marchand, Sébastien Tao, Romain Tao, Dorian Aldeguerri, Alexandre Oumat, Esteban Abadi, j'allais dire Paul Abadi. S'il rentre à ce poste-là, Paul Abadi, ça va lui faire tout drôle, je pense. Nolan Le Garec, Yoram Moefana. Pardon, mais bien sûr. La profondeur de banc, malgré évidemment les mêmes blessés, qui sont les absents qui sont là depuis le début de ce tournoi, franchement, on n'est pas à plaindre. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui, quand elles voient notre banc, se disent bon. Ils ont de la chance quand même. Bien sûr, mais je ne sais pas ce que le chat pense de notre profondeur de banc, mais tout à l'heure j'ai vu que ça parlait un petit peu de la 3e ligne en disant qu'on avait parmi les meilleures 3e lignes du monde. Je vous rejoins, je pense que effectivement il y a des absents de taille, quand tu n'as pas Grégory Aldrit, notamment quand tu n'as pas sur les numéros 5, on n'a pas eu la chance de le voir, mais Meafou, Flamand sur la 2e ligne 4 et 5, c'est des absents de taille. Mais à la fois, quand tu vois par qui on le remplace et qu'on arrive toujours à avoir un banc très compétitif, c'est quand même preuve que le rugby français est en mesure de créer des joueurs récemment et c'est quand même une très bonne chose. Voilà, on me cite Jelonge dans les... je veux dire Jelonge qui est absent aussi. C'est ça, je veux dire. On pourrait vous en citer plein des absents, mais on peut aussi en citer plein qui peuvent les remplacer à chaque fois. Donc voilà, on le disait. Et puis on est dans une nouvelle ère aussi. On rappelle que cette après-Coupe du Monde, il y a un nouveau staff qui est mis en place par Fabien Galtier. On part sur une nouvelle ère longue distance, entre guillemets, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc évidemment, il va y avoir ce besoin, cette nécessité de tester de nouveaux joueurs, des petits jeunes, comme on dit, qui montent bien. Voilà, on va en profiter aussi pour faire peut-être, parce que Greg Aldrit va peut-être ne pas tarder à nous rejoindre. Ça va être d'ici quelques minutes. Donc si vous avez des questions à lui poser sur le chat, commencez à vous préparer un petit peu. Mais faire un petit point quand même sur la compo de l'équipe d'Italie, mise en place par Gonzalo Quesada, lui aussi, nouveau manager, nouvelle ère, avec, c'est vrai, on peut le dire en toute transparence, des avants dont on n'est pas les plus grands connaisseurs, entre guillemets. Il y a quelques joueurs dans cette compo qui jouent en France, mais effectivement on a Ross Vincent qui est un joueur qui joue en Angleterre, qui est assez intéressant, donc ça pour le coup je suis un peu impatient de le voir. Qui je crois d'ailleurs vit ses premières sélections avec l'équipe italienne. Il y a effectivement, en fait c'est surtout qu'il manque du monde en Italie
pour ceux qui ont vu la série Netflix, si vous connaissez pas trop les Italiens, Negri qui est un gros manque pour cette équipe italienne dans le combat, etc. Que tu cites comme un des facteurs X ouais, habituels qui est vraiment, de cette équipe d'Italie. Pour moi, l'Italie a un problème devant. T'as vu, je regarde ta chaîne. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir, merci. Non, l'Italie a un vrai problème devant, de puissance notamment, et il fait partie de ces joueurs qui arrivaient malgré tout à créer de l'avancée, à être présent dans le combat, qui est bon sur la conquête aussi. Donc c'est quand même un manque de taille. Par contre, derrière, il y a du monde qu'on connaît bien. Il y a du monde qu'on connaît bien. Je pense que les Bayonnais, notamment au centre, vont reconnaître quelqu'un qui leur fait un grand bien récemment. Là, par contre, Federico Mori, l'ancien Bordelais. C'est vrai. Oui. Il est arrivé cet été de Bordeaux, en provenance de Bordeaux à Bayonne. Non, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de joueurs qui jouent en France, Pagerello notamment. On a Ioane, dont je crois que c'est deux Lyonnais, si je ne dis pas de bêtises. On a Capozzo à l'arrière, Garbissi. Voilà, c'est des joueurs qu'on connaît très bien, des joueurs par contre là qui sont très très compétitifs. La ligne de 3/4 italienne, je la trouve vraiment intéressante. En toute objectivité, je pense qu'on a quand même une ligne de 3/4 supérieure. Mais mine de rien, on a quand même pas mal d'éléments intéressants, surtout que ils me paraissent adaptés au niveau international. C'est-à-dire qu'on a des 12 costauds capables de prendre le terrain. On a des ailiers capables de faire de grosses différences individuellement, très bons dans le duel, plutôt bons défensivement. On a derrière Ange Capozzo, qu'on sait qui a une capacité de relance qui est parmi les meilleurs mondiaux. Cette équipe italienne, derrière, il faut se méfier quand même, parce que ça peut aller vite. Et d'ailleurs, les Anglais, on en fait un petit peu les frais. Oui, c'est vrai. On rappelle l'Italie qui a failli gagner son premier match à domicile contre les Anglais, 24-27. Défaite un petit peu cruelle pour les Italiens, on va pas se mentir. Je pense que Ange Capuzzo le disait dans une interview récemment, justement, que a fait un petit peu du mal, a été dur à encaisser. Puis derrière, malheureusement, ils ne mettent pas un seul point en Irlande. Ils prennent une grosse déconvenue contre les Irlandais, qui sont évidemment désormais ultra favoris à leur propre succession, bien sûr. Après, sur la performance des Italiens en Irlande, déjà c'est pas simple d'aller en Irlande, ça je pense que tout le monde le sait. J'ai envie de dire, ils en ont pas pris 90 comme à la Coupe du Monde ou 60 comme face à nous. Je vois que dans le chat, Chaps 90, on sous-estime l'Italie, mais ils ont des joueurs qui montent en puissance. Tu l'expliquais très bien d'ailleurs dans ta vidéo. Ils sont en train aussi de se nourrir de ce vivier des U20, les U20 qui malheureusement ont battu nos U20 à nous vendredi soir à Béziers, 23-20. On perd contre eux, parce qu'on a fait un petit match de préparation aussi face à eux, où on se disait, vous inquiétez pas, c'est juste un match de préparation. Tournoi destination, U20, on a perdu contre eux. Une équipe d'Italie qui, pour le coup, tout à l'heure je t'ai dit, je pense qu'on a qu'ils ont un déficit de puissance devant les Italiens. Et bien là, c'est devant qu'ils ont été dominants les Italiens. Et là, tu te dis, est-ce que le rugby italien ne serait pas en train de se créer un peu sa génération dorée qui devrait arriver? Derrière, on a déjà du monde, on est compétitif au niveau international. On commence à se créer, je ne sais pas ce que les gens ont pensé de ce match de l'Italie, parce qu'on est très déçus pour les Bleus, bien évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes du côté italien. Je trouve que devant, si on commence à créer des joueurs, à apporter plus de puissance, attention à cette équipe d'Italie qui pourrait devenir un piège encore plus important dans les prochaines années. Après, on le dit souvent, les Italiens, c'est souvent le match piège, où on s'attend, comme on disait en début d'émission, à avoir des scores fleuves, et où finalement, il nous faut un petit peu douter. Ce qu'il ne faut pas, à mon avis, c'est que les Italiens marquent rapidement un essai, parce que ça c'est le genre de petit événement dans le match qui te met une petite graine. Et puis comme tu le disais, les Italiens, si on arrive rapidement à les distancer, normalement ça devrait le faire, de par aussi la profondeur de banc qu'on a et que eux n'ont pas. Mais s'ils continuent à bien nous accrocher sur une bonne partie du match, c'est là où peut-être ça peut devenir le match piège et nous faire douter. Ouais, bien sûr, quand ils restent au contact. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est le gros de ces équipes qui sont légèrement inférieures, globalement en termes de niveau, estimé inférieur, pardon. Quand elles commencent à y croire, quand elles sont au contact, quand elles se disent « Ok, on n'est pas loin, il y a peut-être moyen de faire quelque chose », c'est là qu'elles deviennent très très difficilement jouables. Je pense qu'on peut mettre dans ce registre-là et en Coupe du Monde, certaines équipes en ont fait les frais, la Géorgie, le Portugal, qui peuvent totalement rentrer dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que dès qu'on commence à y croire, on y va, quoi, tout simplement. La Belgique face au Portugal aussi, je pense. Voilà, c'est des pièges toujours. C'est pour ça qu'il faut aborder le match de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est y aller à 100%, préparer correctement et marquer dès qu'on peut marquer et respecter une équipe
c'est aussi lui mettre 50 points si on peut en mettre 50. Bien sûr, ce que j'allais te dire. On peut justement peut-être faire un point sur le calendrier des deux équipes alors que Greg Aldrit arrive là dans quelques secondes, il est en train d'arriver. Il va nous rejoindre ici sur le plateau. Vous mettre un petit point sur le calendrier des équipes pour la France et l'Italie. La France qui jouera donc le 10 mars prochain au Pays de Galles, ce sera à 16h et ce sera le dimanche après-midi, le match du dimanche après-midi, tranquille, là s'il fait un petit peu froid là dans notre canapé, Pays de Galles France à 16h. Et puis match de clôture du tournoi pour les Français contre l'Angleterre, ce sera 21h le samedi 16 mars côté italien. Leur prochain match, eux, ce sera pas le dimanche, mais du coup ce sera le premier match de la prochaine journée puisqu'ils joueront à 15h15 chez eux en Italie contre l'Écosse. Et puis ils termineront leur tournoi avec aussi le premier match de la dernière journée, ce sera au Pays de Galles. Ça peut être un match intéressant, ce Pays de Galles-Italie. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Ouais, Pays de Galles, on peut faire une petite... Il y a Grégory Aldrit qui est en train de nous rejoindre justement. C'est vrai que le Pays de Galles est intéressant avec une très jeune génération, peu expérimentée même en pro. Et effectivement, on peut arriver sur quelque chose d'assez intéressant sur cette confrontation-là. On est en train de nous rejoindre là, les amis. On va pouvoir mettre... ce que je vous propose de faire, c'est que... Histoire qu'on se mette en place, vous le savez, demain sort sur la chaîne YouTube de France Rugby le nouvel extrait de Destin Mêlé qui vous permet de vivre un petit peu de l'intérieur, les coulisses avec l'équipe de France. Justement, le premier extrait qu'on va vous proposer, ça s'est passé cette semaine, c'était mercredi à Marcoussis. Vous savez que Fabien Galtier a l'habitude avec son staff de faire venir des personnalités extérieures au monde du rugby pour venir partager un petit peu leur expérience. Cette semaine, c'est Michael Youn qui était là et peut vous dire qu'il était sous la pluie au bord de la pelouse. Il n'a pas loupé une miette de l'entraînement. Il était là donc cette semaine à Marcoussis. On vous propose un premier extrait de Destin Mêlé tout de suite et juste après, Greg Aldrit sera avec nous en direct. Fabien m'a dit, est-ce que tu veux pas raconter un peu ton parcours, etc. Et j'ai pas mal pensé au match contre l'Afrique du Sud. Et je me suis dit que j'allais vous raconter vite fait mon parcours, mais par mes échecs, en fait. J'en ai eu beaucoup. Je disais tout à l'heure à Fabien, je pense que je dois avoir un ratio de 30% de victoire pour à peu près 70% de défaites dans ma vie professionnelle. On a décidé avec mes copains d'écrire un film. C'était l'adaptation d'une série que vous avez peut-être connue qui s'appelait Amicalement Vôtre. On commence à faire du cinéma et on écrit cette adaptation, on doit la tourner et puis au dernier moment, on n'a pas le financement. On se réunit avec les copains et on dit qu'est-ce qu'on est capable d'écrire en 2 semaines et capable de tourner en 2 semaines. Donc voilà, on s'est sorti les doigts et on a écrit un film qui s'appelle Les 11 Commandements. On a tourné en 25 jours, donc pas tout à fait 2 semaines. Et vous avez sans doute vu ces bêtises puisque Les 11 Commandements a fait 4 millions d'entrées au cinéma et on a vendu, à l'époque on vendait encore des DVD, ça aussi ça a payé des factures. Donc voilà, encore une fois, derrière un échec, il peut naître des choses extrêmement créatives, extrêmement positives, surtout comme vous, quand vous êtes un vrai groupe avec de la camaraderie et de la solidarité. C'est toujours intéressant et enrichissant de pouvoir échanger avec différentes personnes, voir leur parcours, savoir comment ils ont su passer tel ou tel obstacle pour arriver à leur fin et réussir. Donc voilà, c'est cool et en plus c'est un mec qui est plutôt bonnard et drôle, donc on a passé un super moment. Voilà donc le premier extrait de Destin Mêlé qui sort demain sur la chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs sur la chaîne YouTube revoir tous les Destins Mêlés qui sont disponibles évidemment. Voilà, avec ce premier extrait donc de l'épisode de demain. On vous l'annonçait, il est arrivé, il est avec nous en plateau. Évidemment, il préférait être sur le terrain, c'est le capitaine du 15 de France, Grégory Aldrit. Salut Greg. Bonjour à tous. Bon, déjà la première question évidemment qu'on a envie de lui poser et qui nous a été posée sur le chat dès qu'on a annoncé que tu serais là. Comment tu vas? Comment ça se passe? On a dit que tu étais à Marcoussis cette semaine. Voilà, comment tu vas? Ouais, j'ai fait une grosse semaine à Marcoussis avec les kinés, les préparateurs physiques et hier au Captain Run j'ai pu recourir à 100% et voilà, il me reste encore les contacts à reprendre, donc ça sera en fin de semaine prochaine et si tout va bien d'ici une semaine je pourrai être à 100%. Donc potentiellement te voir au Pays de Galles. C'est l'objectif en tout cas. Ouais. Bon, très bien, on espère. Je ne sais pas si Noé déjà veut peut-être poser déjà une question lui avant de commencer. Je vais rebondir obligatoirement sur le match de l'Écosse. On m'a reproché d'être peut-être trop positif concernant votre performance. J'ai la sensation que
elle a peut-être un effet un peu libérateur cette victoire en Écosse, c'est-à-dire que on a conscience que effectivement les résultats peuvent être un petit peu difficiles récemment et que cette victoire en Écosse, on en prend encore plus la mesure hier, on a failli recevoir un ballon, c'est quand même quelque chose qui peut faire du bien. Ouais, bien sûr. Après, après l'Afrique du Sud, après l'Irlande, c'était important de regagner. Donc on a regagné, certes, c'était pas forcément le plus joli match de rugby, mais le plus important c'était de gagner. Donc maintenant on continue à travailler, on est conscient qu'il y a beaucoup de travail, mais on travaille dur. Je vous assure que les semaines à Marcoussis elles sont chargées et maintenant il va falloir franchir les étapes les unes après les autres sans brûler les étapes. Il y en a qui demandent sur le chat, parce que c'est vrai qu'on a vu cette blessure, on a un peu vu en direct ce qui s'était passé. Est-ce que c'était le diagnostic final de ta blessure du coup ? Et je me suis entaillé, puis en fait je plaque en poursuite et je glisse au sol sur un crampon d'un Écossais, donc du coup j'ai une dizaine de points de suture. Donc j'avais la peau et le gras sous-cutané de toucher, mais le muscle lui n'a pas été touché, donc ça a été... Visuellement c'était un petit coup de chance dans ma malchance. Ça a été un petit peu impressionnant visuellement, je pense que ça a mis une petite clim un petit peu à tout le monde, mais bon, si tu es prêt pour le Pays de Galles, c'est que ça va, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, c'est vrai que ça nous a fait tous un petit peu bizarre. Attention, ballon. Surtout que là, c'est. on reçoit des ballons dans tous les Thomas sens. Ramos qui teste les ballons. Ne nous le blessez pas à nouveau, s'il vous plaît, ne nous le blessez pas. Nous, on s'en fiche un peu, mais non, un petit point avec toi, Greg, puisque tu étais là aussi toute cette semaine. Sur cette équipe d'Italie, on disait que nous, il y a une nouvelle ère aussi, puisqu'attention, ballon. Merci Clément, main ferme. C'est une nouvelle ère puisqu'évidemment il y a une partie du staff qui a changé. On part sur cette nouvel objectif de la prochaine Coupe du Monde. Pour cette équipe d'Italie aussi, c'est une nouvelle ère avec un coach qu'évidemment on connaît bien en France, Gonzalo Quesada, qui a repris cette squadra Azzurra. Qu'est-ce que tu en penses, entre guillemets, de ces Italiens nouvelle version Gonzalo Quesada? Qu'est-ce que tu en as pensé? L'Italie, c'est une équipe qui monte en puissance quand même, qui produit du très joli jeu. Ils ont eu des belles performances ces derniers temps, ces derniers tournois. Ils ont souvent une grosse victoire sur le tournoi, donc il faut s'en méfier. Ils ont ce côté latin qui est différent des anglo-saxons où on ne peut pas non plus prévoir à 100% ce qu'ils vont faire, mais voilà, ils peuvent être très redoutables sur certaines actions. On est prévenu, on le sait maintenant, ça fait plusieurs années qu'on prépare ce match plutôt bien, en le préparant comme si on jouait l'Irlande ou un autre match, donc c'est ce qu'on a continué à faire et j'espère qu'on va pouvoir faire un très joli match cet après-midi. Justement, je vais rebondir du côté bleu, il y a quand même une équipe qui est assez similaire. Bon, il y a toi notamment qui manque dans la troisième ligne, mais on a quand même une équipe qui ressemble à celle de la semaine dernière et encore celle de la semaine d'avant. Il y a cette vraie volonté de continuité pour essayer de retrouver un peu des repères, essayer d'avoir un rugby, on va dire, qui marche peut-être un peu plus à la confiance, peut-être. Bien sûr, les deux défaites qu'on a eues, je pense, ça a surtout été des défaites collectives. Ça n'a pas été des erreurs individuelles qui nous ont menés aux défaites. Donc maintenant, on travaille tous ensemble, on travaille toute l'équipe ensemble. Et comme je te dis, on essaye de valider des étapes week-end après week-end. Et le plus important aujourd'hui, c'est de regagner d'abord et ensuite de valider un petit peu plus ce qu'on a travaillé cette semaine. Je voulais avoir moi ton avis aussi sur, on le disait, sur cette compo de l'équipe de France avec Posolo Tuilagi. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a eu une espèce d'engouement dans le stade à Marseille quand il est rentré. Dès qu'il touchait la balle, il y avait beaucoup d'attentes derrière lui. Il est titulaire ce soir je dis ce soir à chaque fois avec ce stade cet après-midi. Posolo donc, qui est titulaire. Il y a Esteban Abadi qui va faire sa première feuille de match. Alex Roumat qui enchaîne aussi une deuxième feuille de match. On parlait de cette profondeur de banc. Vous, ça tourne du coup à Marcoussis. Vous voyez des nouvelles têtes qui arrivent. Est-ce que la capacité d'adaptation, elle se fait rapidement avec vous? Est-ce que toi qui fais partie des plus anciens entre guillemets, en tout cas des leaders, est-ce que tu trouves que leur adaptation à chaque fois se fait facilement? Ouais, ça se fait, franchement ça se fait très facilement parce que déjà on est un groupe ouvert, il n'y a pas d'ego dans le groupe et de deux, c'est avant d'être des super joueurs, c'est des super hommes, c'est des gens hyper respectueux, hyper motivés, avec beaucoup de volonté, donc ça se passe hyper facilement. Et c'est super pour nous parce que comme je te dis, il y a de la continuité dans l'équipe et il y a quand même ces nouvelles têtes et il y a énormément de potentiel qui arrive, donc ça booste un petit peu tout le monde et on adore ça. Je vois que sur le chat, je suis désolée, je suis obligée de te le demander aussi. On est là pour parler du 15 de France, mais évidemment que il y a des supporters du Stade Rochelet qui veulent savoir, est-ce qu'évidemment tu gardes un œil sur ce que font les copains là-bas en Charente-Maritime, comment ils sont en ce moment les copains, parce que c'est vrai que vous êtes aussi pas mal diminués avec les doublons comme à l'image de Toulouse, de Bordeaux. Les supporters qui veulent savoir comment tu les sens, comment tu sens la situation actuellement à La Rochelle.
Ouais, c'est une saison compliquée, il y a beaucoup de blessures, un début de saison et la Coupe du Monde, donc maintenant il faut faire preuve d'énormément de résilience et c'est là qu'on va voir le caractère de l'équipe. Une défaite à l'extérieur encore ce week-end, donc maintenant on va enchaîner 2 réceptions et il va falloir absolument gagner ces 2 matchs à domicile pour pouvoir espérer faire quelque chose en fin de saison. Noé, tu veux poser une question à Greg? Non, c'est vrai qu'on voit que du côté de La Rochelle, les internationaux font du bien quand ils sont là. Je pense notamment à votre performance contre la section à Pau, où on a senti quand même que c'était quelque chose. Mais moi, je préfère parler du 15 de France. On va rebondir du côté italien. Il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent en France, côté italien. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aide dans leur préparation de ce match? Bien sûr, ça peut aider, mais je pense que ça peut surtout amener une motivation supplémentaire à ces joueurs. Déjà qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont beaucoup de talent, je pense à Capuzzo ou Martin Pagirello. Donc voilà, il va falloir s'en méfier, mais voilà, on sait que c'est toujours particulier quand même en France-Italie. Donc voilà, j'espère que ça promet un gros match. On espère un gros match et on voulait avoir ton impression aussi sur ce capitanat qui t'a été offert par Fabien Galtier. Comment tu l'as accueilli? Comment s'est fait la nouvelle, l'annonce? Voilà, que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est fait hyper simplement, voilà, ça s'est fait au téléphone, j'ai discuté avec Fabien, il avait eu Charles, Gaël, Julien, Maxime, Lucu et Thomas Ramos précédemment au téléphone, donc voilà, il m'a annoncé ça à la fin. Je lui ai dit que tout simplement, voilà, j'étais très honoré, mais que ça ne changeait pas l'homme que j'étais, le joueur que j'étais, que le plus important pour cette équipe de France, c'était d'avoir ce groupe de 5-6 leaders. C'est grâce à ça qu'on a performé pendant 4 ans et c'est grâce à ça qu'on performera pendant 4 ans. Donc voilà, c'est bien sûr c'est un des plus grands honneurs qu'on peut faire à un joueur de rugby. C'est énormément de fierté, mais ça ne change pas grand-chose à moi et à notre équipe de France. Voilà, parce que tu sais qu'évidemment, tout le monde parle sur le rugby, tout le monde est un peu sélectionneur, tout le monde a demandé comment l'avait pris Charles Olivon. De ce qu'on a compris, voilà, ça a été très bien pris par tout le monde et il n'y a aucun souci là-dessus sur ce capitanat. Ça n'a pas créé de tension dans votre groupe? Non, absolument pas. On s'entend très bien avec Charles. On en a discuté, je l'ai appelé de suite après pour voilà, en discuter avec lui parce que je voulais que ça soit clair. Et de toute façon, on est tous sur la même longueur d'onde. On veut que l'équipe elle gagne, on veut gagner. Et qu'importe les choix, qu'importe les décisions, tout ce qu'on fait, on le fait pour que l'équipe gagne. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on te libère parce qu'il me semble que c'est le marathon médiatique pour toi. Donc il me semble que nous, pour vous dire, on est dans l'embut italien actuellement. Il va falloir que Greg ensuite aille à l'opposé dans l'embut français. On voit que les garçons sont en train de s'échauffer. Est-ce que le chat a une petite question? Est-ce que le chat a encore des petites questions? C'est vrai que j'ai pas trop lu. Tiens, puisqu'on va en parler juste après, c'est au sujet, on va parler du Seven, évidemment, puisque les garçons et les filles réalisent un super parcours, ils sont tous les deux en demi-finale. On vous parlera de tout ça évidemment dans quelques minutes, mais évidemment ils veulent avoir ton avis sur le copain Antoine Dupont qui a fait ses premiers pas avec le Seven. Ouais, on a suivi ça de près, enfin, les matchs en tout cas qui étaient avant minuit, donc ouais, super content pour lui. Voilà, ça doit pas être facile pour lui parce que franchement ça va très vite, hein. C'est un autre sport je pense, mais il s'en sort plutôt bien. Il s'est mis en confiance face à l'Australie où il a pu marquer son premier essai et faire plutôt un très bon match. Et finalement voilà, ce petit essai face à l'Irlande, ça doit faire plaisir à lui, à toute l'équipe et j'espère que maintenant ça va continuer parce que le sérieux commence maintenant. Avec toute l'humilité qu'on lui connaît en plus. Je ne sais pas si vous avez vu les réactions après où il a dit qu'il se sentait complètement gêné, qu'il y ait cette ovation pour lui à la fin sur cet essai. Mais bon, c'est vrai que les garçons, ça fait longtemps qu'ils cherchent une médaille au Seven là, depuis quelques tournois. Les résultats étaient un peu plus en dents de scie que les filles, c'est vrai. Donc voilà, évidemment que tout le monde est très content. J'ai des gens qui demandent sur le live, sur le chat, pardon, quel est ton petit pronostic pour le match? Aïe, c'est dur. C'est dur, mais voilà, j'ose espérer un petit 36 à 10. 36 à 10, ouais. Ça serait le résultat. Moi, je signe, voilà. Je signe aussi, mais voilà, ça peut être bien plus compliqué. Donc, voilà. Bien sûr, ils peuvent être très accrocheurs. Comme on le disait, de toute façon, si c'est une équipe qui arrive à rester au contact, etc. en début de match, ça peut être assez compliqué pendant tout le reste de la rencontre après. Donc on croise les doigts et j'espère que mon petit rêve, mon petit vœu se réalisera. Parfait. Il est moins joueur que moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, je suis pas sur le terrain. Donc t'avais annoncé combien? J'ai pas annoncé de score, mais moi j'ai toujours dit que j'aime bien quand il y a, tu vois, moins de 10 points, tu vois, un essai transformé d'écart, j'aime bien
jusqu'à la fin pour avoir un peu la boule au ventre, tu vois. Mais bon, Nous, c'est Un plutôt coach l'opposé, ou un ouais. joueur, ouais, Voilà, ils sont plutôt mais- contents quand l'écart est large. mais ça, veut c'est dire la que t'as vie bien de joué. l'autre côté de la barrière, tu vois. Exactement. Évidemment, mais évidemment qu'on espère un florilège d'essais. Un petit mot sur Mathis Lebel qui a remplacé au pied levé Louis Bielbiaré qui souffre d'un torticolis, donc normalement et qui devrait pas tarder non plus à pouvoir revenir dans le groupe. Mathis est arrivé quand du coup exactement, parce qu'il devait jouer avec Toulouse à la base. Il devait jouer ce soir avec Toulouse et il partait aujourd'hui, donc ils l'ont appelé à temps. Il est arrivé hier soir vers 22h30. Ah oui. Mais voilà, Mathis, ça fait longtemps qu'il est avec nous, ça fait longtemps qu'il fait des stages et voilà, c'est sa 6e sélection. Donc il connaît le système de jeu et il va s'adapter hyper rapidement, hyper facilement, je pense. Ah ben là pour le coup c'est il faut se mettre dans le bain tout de suite. Ça va arriver à 22h30 la veille d'un match. Il n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. Ouais voilà, tu vois quand on parlait des 24e qui sont là à l'échauffement pour eux, bon ben au pire dernière minute ils sont là, mais quand t'es prévenu la veille au soir c'est pas tout à fait la même. On a une va- dernière requête, ouais. Ouais voilà, on Des a un fois. dernier truc à Est-ce te qu'on peut te demander. faire signer un maillot pour que les gens du chat Ouais, puissent bien le sûr. gagner? Pas de souci. Super, merci beaucoup. On va te donner le maillot, tiens, regarde, un petit marqueur. Et évidemment, on vous fera gagner dans quelques minutes, avant la fin de l'émission, ce maillot dédicacé par Greg Aldritz. Le maillot du 15 de France, que vous retrouvez évidemment sur la boutique de France Rugby aussi. Mais celui-là, vous allez pouvoir le gagner dans le chat avec, comme chaque émission, le joueur mystère. On va vous faire découvrir un joueur à travers des questions plus ou moins sur des sujets très larges. Voilà, donc ce maillot qui sera à gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Bon match. Et bonne continuation. Hein. Enchaîner les plateaux. Et on espère donc le revoir normalement. Il nous a annoncé qu'il devrait être là pour le Pays de Galles. Maximum de remerciements dans le chat, hein, bien évidemment, pour le temps qu'ils nous accordent, hein, parce que comme quoi les followers Twitch, ils sont servis hein, quand même. Hein. Ah bah là, je pense qu'on régale quand même. Le maillot, ça y est, ça demande déjà le maillot. Calmez-vous, on va vous offrir ce maillot, ne vous inquiétez pas. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez gagner l'écharpe. Regardez-moi ce mannequin. L'écharpe France-Italie, l'écharpe officielle du match qui est juste là aussi. Vous allez pouvoir la gagner sur le canal Instagram et sur Discord. Une écharpe sur Discord, une écharpe sur le canal Instagram. Pour le maillot, vous inquiétez pas. Je vois maillot. N'envoyez pas maillot. Ce n'est pas comme ça qu'on fera le tirage au sort. Ce sera en toute fin d'émission, d'ici un petit quart d'heure, avec le joueur mystère. Je peux te dire maintenant, puisque j'ai regardé pendant qu'il parlait, c'est Garbizi qui a allumé Greg Aldrit, qui essaie de l'allumer avec les ballons. Ouais. T'es peut-être pas au courant qu'il jouait pas. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des tensions entre les Italiens et les Français. Donc, mais écoutez, on parle de tensions entre Italiens et Français, ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir voir le toss maintenant, avant cette belle confrontation. Ça va être... le toss entre les deux capitaines. Vous avez les images. Hein. Donc évidemment avec Charles Olivon qui est capitaine en l'absence de Grégory Aldrit. C'est bien, on a pu aborder ce sujet-là aussi avec Greg Aldrit. C'est vrai que c'est un sujet qui avait beaucoup fait parler. La nomination au poste de capitana de Greg Aldrit à la place de Charles Olivon. Donc c'est la France qui a remporté le toss contre les Italiens et ça va taper, on m'a dit, de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, tout à fait. Voilà. Mais par contre, là, de là où vous voyez, c'est l'inverse du coup. Voilà. Mais effectivement, c'est la France qui a gagné le toss. Tu parlais justement, on en a parlé avec Grégory Aldrit juste avant, l'importance, il y a différents leaders dans cette équipe, on l'a compris. C'est pour ça qu'en fait, lorsque quelqu'un est absent, ça pose pas de problème à cette équipe parce que c'est d'autres joueurs qui prennent le relais, etc. Notamment au niveau du capitanat. Alors on sent que cette équipe, en fait, si on enlève certains éléments, elle tourne toujours bien. Ouais, mais tu vois, il nous a donné quelques petits éléments en plus. Ouais, bien sûr, complètement. Par rapport à ce que Fabien Galtier, quand il nous dit, Fabien a appelé juste avant. Donc ça veut dire que dans sa liste pour le capitanat, il ne s'arrêtait pas à Charles Olivon, à Greg Aldrit, puisque visiblement il a appelé Thomas Ramos, il a appelé Gaël Ficou, il a appelé Maxime Lucu. Maxime Lucu, qui pour certains n'était pas forcément le titulaire en l'absence de Antoine Dupont. Donc c'est la preuve aussi que le staff a ses bases sur lesquelles elle aime se reposer. Oui, bien sûr des joueurs, mais je pense que c'est aussi, il y a la sélection qui est importante, mais aussi je pense qu'il voit qui sont les joueurs leaders en club aussi, parce que le top 14 est extrêmement important. Il voit qui sont les leaders en club, qui sont les joueurs qui ont une voix qui porte. Donc évidemment que ça a un impact assez important quand on désigne plusieurs leaders comme ça. C'est ce qui permet de faire tourner un groupe correctement finalement.
Je vois que Gauthier Baudouin nous donne une info que je ne vous avais pas encore donnée, mais effectivement, l'arbitre du jour, Christopher Ridley, qui est anglais, qui sera assisté aussi, je crois, il me semble que l'arbitre en charge, je me suis noté quelque part, du TMO est anglais, et ensuite nous avons un arbitre de touche gallois et un arbitre de touche anglais. Voilà pour le corps arbitral. Merci Gauthier de me faire une petite piqûre de rappel. En parlant de piqûre de rappel, avant, vous savez, j'ai beaucoup de choses à penser, j'ai des notes partout, je suis à l'ancienne moi, je suis avec mes petits carnets, mes petits surligneurs, voilà, je vous mens pas, vous le voyez. Ce match-là, j'avais un petit, parce que j'imagine que vous l'avez peut-être remarqué ou pas, nous avons un petit Pitts aujourd'hui, petite jonquille qui est juste là. Voilà, puisqu'il y aura un coup d'envoi fictif qui sera donné aujourd'hui par le docteur Chouzi Olivier, qui est chirurgien spécialiste des cancers ORL à l'Institut Curie, accompagné d'Oria et sa maman, toutes les deux soignées du coup à l'Institut Curie. Donc les jonquilles pour l'Institut Curie, évidemment, qui lutte, c'est un symbole de lutte contre le cancer, puisque cette campagne fête cette année ses 20 ans, donc ils sont à l'honneur pour ce coup d'envoi fictif. Une jonquille contre le cancer, c'est du 12 au 24 mars 2024. Voilà, on vous donne toutes les infos évidemment. Et en gros, toutes les équipes opérationnelles ici du Stade de France, j'allais dire pas du tout, le Stade de France qui est en jachère en ce moment, Stade Pierre-Mauroy, toutes les équipes sont équipées de ce petit pins jonquille donc pour l'Institut Pierre et Marie Curie. Je vois juste derrière nous là Ange Capuzzo qui s'échauffe là avec son, je sais pas si tu peux le voir, ah non, il est juste à ta droite, qui est juste derrière. Vous avez Ange Capuzzo là qui est en train de s'échauffer avec l'équipe d'Italie, puisqu'on est juste devant les Italiens. Et donc, comme promis, c'est les mêmes Italiens qui nous ont tiré dessus pendant l'interview de Greg Aldrit, hein. Rappelons-le les amis, ça y est, il y a des querelles entre le Twitch de France Rugby et cette équipe italienne, c'est officiel. On va faire un point du coup sur le Seven et sur le magnifique parcours donc de nos deux équipes. Je me remets juste, si vous m'accordez 2 secondes, un petit pense-bête avec les U20, parce que j'aimerais aussi vous annoncer, je me souviens plus du stade en fait des U20, je me le suis noté, mais alors j'ai tellement, Nogodi est témoin, j'ai tellement de notes partout que je ne sais plus. C'est vrai que ce livre est bien rempli, hein. Tu devrais essayer de le sortir. Parce que là, écoute, tu m'as écrit tout un truc. Ouais, bah écoute, moi j'ai tout sous les yeux. Je regarde en même temps. L'ambiance monte dans le chat. Oui. Alors, donc, l'équipe de France A7 qui est en train de dormir en ce moment, que ce soit les garçons ou les filles, puisqu'ils sont tous à Vancouver. Et on a vécu une magnifique journée avec eux. C'était exceptionnel ce qui s'est passé. On a vécu 2 journées déjà exactement avec eux. On a pu voir du coup les féminines que j'ai trouvées. Comme à leur habitude, on va dire. Ah ouais, extrêmement dominantes, facile presque, tu vois, facile. J'ai trouvé solide en défense, elles sont très tranchantes offensivement. Cette équipe féminine à 7, si vous ne suivez pas le rugby à 7, et peut-être encore moins le rugby féminin pour certains, je vous le conseille à 100 000%. Ben voilà, vous avez vu les résultats des phases de poule juste là, une équipe de France qui n'a franchement pas été inquiétée, je vais être honnête, ou peut-être que je ne suis pas objectif, mais je les trouve vraiment totalement largement au niveau de cette compétition, qui ont fait ensuite un quart de finale face au Brésil. Je peux vous le dire, ça va aller en finale. Les filles, c'est sûr, ça va en finale. On a notamment Jona Grisé qui est juste là, qui est très forte, qui marque énormément d'essais. Si vous ne connaissez pas le rugby féminin, je pense qu'aujourd'hui, mais on ne sait jamais, lancez-vous au moins avec le Seven, parce que vous allez vous régaler et en plus elles sont vraiment très fortes. Voilà. Et vous allez avoir aussi le tournoi destination féminin qui va arriver dans quelques semaines. C'est toujours en décalé, mais c'est le même calendrier. Le dernier match d'ailleurs entre la France et l'Angleterre. T'as regardé en l'air, j'ai cru que j'allais recevoir un ballon, tu m'as fait peur. Je l'ai vu arriver dans mon angle mort. Mais du coup, l'équipe de France féminine à 15 qui jouera son tournoi destination. 3 matchs à domicile, dont un à Chabandelmas, c'est annoncé, ce sera le match contre l'Angleterre. Mais revenons-en donc au Seven. Les filles qui jouent donc en demi-finale contre l'Australie. Pourquoi je vous dis que ça va aller sûr en finale? Parce que l'Australie, qu'elles ont battu 5-31 en phase de poule. Vous avez vu sur les scores précédents. Elles ont battu en quart de finale le Brésil 24-5 pour se qualifier donc pour une demi-finale. Ce sera ce soir à 21h21. Vous pourrez le suivre très précis parce que vous savez qu'au 7, c'est très très précis les horaires, c'est toujours des horaires comme ça. C'est à la minute près. 21h21, la demi-finale des filles entre la France et l'Australie. L'Australie qui avait terminé, je crois, 4e de la poule. C'est très bizarre, c'est pas possible.
C'est pas possible ce que je me suis noté, puisque si elles sont en 4e de leur poule, elles n'est pas qualifiée pour les quarts de finale. Bon bref, en tout cas, elles joueront donc. Ça, c'est la poule des garçons que vous voyez. France, Canada, Espagne, Grande-Bretagne, c'est ça. Ça, c'est la poule des garçons. Les garçons donc qui sont aussi en demi-finale, qui ont battu l'Irlande en quart de finale. Et si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, vous avez vu passer ce qui s'est peut-être passé ou pas, vous l'avez peut-être pas vu d'ailleurs, mais quand même, nous on va pouvoir vous le montrer. L'équipe de France qui en plus galérait, parce que je crois qu'ils prennent 2 cartons jaunes en plus sur cette deuxième mi-temps. Match très difficile parce que très compliqué. Alors un carton jaune au rugby à 15 ça fait mal, mais quand tu n'as que 7 joueurs sur le terrain et que tu en perds un pour 2 minutes, c'est vraiment pas facile. Et pourtant, cette équipe de France a réussi à encaisser un petit peu le coup, à gérer un petit peu tout ça face à une belle équipe d'Irlande, parce que l'équipe d'Irlande au Seven c'est pas du tout mauvais et malgré ça cette équipe de France a réussi à se sortir du gros piège irlandais et en plus on va pouvoir voir l'essai d'Antoine Dupont. Parce Regardez qu'à ce moment-là, il y a 5-5 entre les deux équipes et sortie de mêlée du 7, c'est Antoine Dupont qui part sur le côté et qui va offrir la victoire aux Bleus pour cette place en demi-finale. On a beau dire, c'est quand même une belle histoire ce garçon. Complètement, c'est magnifique. Je pense qu'on prend tous un plaisir fou à le voir jouer avec cette équipe et ça se voit dans ses réactions aussi lorsqu'il marque, etc. Que lui-même prend du plaisir à jouer et à tester tout ça. Là, c'est très bien joué, très bien senti. L'équipe irlandaise a pris un carton jaune. Il sait que du coup ça risque d'être moins couvert. Il se place comme s'ils allaient tous jouer sur le côté ouvert. Et finalement, la réaction de toute l'équipe. À pleine vitesse, côté fermé, il est imprenable. On sait le joueur que c'est. Même contre les Australiens, il met un magnifique essai avec un raffut parfaitement joué. Il attaque les espaces. On le sait, il a des capacités absolument incroyables. Mais je ne vais même pas parler que de lui. Cette équipe de France, on avait Capilla qui était notamment à l'image juste avant. On a quand même deux joueurs de très grand talent dans cette équipe. On le voit, c'est une équipe qui tourne bien et en plus on a l'impression qu'elle prend vraiment du plaisir à jouer ensemble, malgré ce que les gens disaient sur l'arrivée de certains joueurs du 15 au 7. Mais non, c'est exceptionnel et on les retrouvera ce soir en demi-finale du coup. Après ce quart de finale. À 22h05 pour les garçons contre, tu vois, je lis sur mes notes alors que c'est marqué en gros sur l'écran, vous pouvez le voir mieux que moi, contre la Nouvelle-Zélande. Ça va être un sacré morceau pour les garçons. Mais bon, est-ce qu'on ramènerait pas une petite médaille du Canada? 2 médailles du Canada, à mon avis, on est parti pour. Elle peut pas se terminer autrement cette histoire. Ouais, il va y avoir 2 médailles, une pour les filles, une pour les garçons. Ouais, mais ne prenons pas la médaille d'or, on la prendra au JO. En attendant, on leur fait croire qu'ils sont meilleurs que nous. Exactement. Et puis voilà, moi je prends juste au JO. À choisir, si on prend que les JO cette année, ça me va. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler avec Stéphane Parès qui était venu nous voir ici sur l'émission quand on était en direct de Marseille. Donc je cherchais... C'était le match contre l'Irlande, tu vois, je l'avais déjà oublié celui-là match. Et qu'il y avait eu notamment, pour ceux qui ont vu l'extrait qu'on a ressorti récemment avec France Rugby, des choses très intéressantes, notamment sur le fait qu'on a fait tout un plat autour de l'arrivée de Dupont, l'arrivée d'un joueur de 15, etc. Et en fait, comme il l'a dit lui-même, la moitié des joueurs viennent du 15. Donc ça n'a absolument rien de choquant. Aujourd'hui, la passerelle, elle est plus qu'en place entre le 15 et le 7. Et c'est une très bonne chose, je pense, parce que pour le 15 comme le 7, on a encore failli en recevoir un. Pour le 15 comme le 7, ça permet d'avoir de la qualité au maximum de ce qu'on peut avoir. Donc c'est une bonne chose et je pense que c'est un débat qu'il faut clôturer parce qu'il n'est pas sain et que les joueurs, eux, on n'a rien à faire. On le dit, tu vois, Yéyé le dit très bien sur le chat aussi. C'est vrai que oui, on en parle beaucoup parce que accessoirement, c'est un des meilleurs joueurs du monde qui change complètement de discipline. Il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, si vous faites du rugby, si vous avez eu l'opportunité, l'occasion de passer du 15 au 7. Grégory Aldrit l'a dit, chapeau à lui parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc évidemment, quand tu as un des meilleurs joueurs du monde qui change de discipline entre guillemets comme ça en cours de saison, qui a quand même sa saison avec le Stade Toulousain, qui se met un objectif comme les JO, forcément que ça parle. C'est normal que ça parle autour de lui. Et en plus, il faut pas penser que c'est juste Antoine Dupont qui va prendre du plaisir à tenter sa petite expérience au 7. C'est une prise de risque pour un joueur de ce standing-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui il avait été peu performant avec l'équipe du 7, c'est compliqué à gérer ensuite derrière ça. Donc il ne faut pas oublier que c'est une prise de risque, mais une prise de risque, si elle fonctionne, qui aidera l'équipe de France
dans une période extrêmement importante qui est éventuellement les Jeux Olympiques. Mais comme on l'avait dit aussi quand on était avec Stéphane Parés, il n'est pas garanti d'être au JO. Ah oui, Et c'est sûr important que de le dire pour aussi. l'instant, il n'a rien de garanti. Il fait Il son n'a premier rien de match garanti. titulaire, je crois que c'est contre l'Australie qui fait son premier match Oui, titulaire. tout à fait, c'était son premier match. Exactement. Enfin, son premier match titulaire, pardon. Il était entré quelques minutes face au Samoa. Oui, mais en et, tant que titulaire, en tant entre que- guillemets, ouais, sur tout à fait, au ouais, départ, c'est ça. c'était le premier match, c'était contre l'Australie. D'ailleurs, sur le chat, normalement, on a mis en place une commande, si c'est bien comme ça que je dois m'exprimer. Tout à fait. La commande France 7, si vous tapez France 7, vous allez avoir Point le lien d'exclamation, point pour le France 7. match. Pour les matchs, alors il m'avait pas marqué ça, mais du coup je te crois à 100%. Lien pour le match, donc il vous ramène directement sur Rugby Pass qui diffuse tous les matchs en direct. Il faut juste s'inscrire avec Rugby Pass, mais c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez voir comme ça tous les matchs du 7. Et pouvoir aussi sur la plateforme France TV Sport, ce sera au choix, donc vous tapez France 7. Je sais pas si, alors je vais parler directement à la régie, si les commandes pour la billetterie des U20 marche toujours comme on avait sur le match entre la... C'est vrai qu'on a oublié de faire un petit point là-dessus. Mais donc voilà, vous pouvez toujours faire la commande. Je sais plus ce que c'était la commande, c'était billetterie U20 je crois. Point d'exclamation, point d'exclamation. billetterie, c'est ça tout à fait, billetterie U20, je crois que c'est ça. Et oui, on a un Rose de Métal qui l'a validé à l'instant et vous voyez dans le chat, vous pouvez cliquer directement. Vous avez tout ce qu'il faut. Et oui, effectivement, important de le préciser, petit détail, mais Jules l'a dit dans le chat, les commentaires sont en anglais sur Rugby Pass. Il y en a qui apprécient, d'autres qui préfèrent les commentaires français. Dans ce cas-là, vous avez tout ce qu'il faut sur la plateforme France.tv. Voilà, détail important tout de même. L'équipe de France U20, c'est vrai, dont on peut vous parler aussi, on en a parlé déjà, mais rapidement pour vous rappeler, si vous venez juste de nous rejoindre, l'équipe de France U20 qui joue son tournoi destination décalé en général de quelques heures. Ouais. Ils ont joué vendredi soir donc à Béziers. Ils ont perdu contre cette équipe d'Italie, contre les U20, 20-23. C'était un peu la petite surprise, c'est vrai. Oui, surprise oui et non. Quand on voit la performance des U20 italiens en Irlande, on se disait ah ouais, ok, cette équipe a peut-être effectivement un potentiel. On a les arbitres qui s'échauffent juste derrière nous. Les arbitres anglais et gallois, ouais, du coup. bien sûr, qui s'échauffent juste derrière nous. Qui demandent de faire monter l'ambiance, les arbitres, c'est pas mal. Il faut monter veulent l'ambiance déjà du se virage. respecter. C'est assez, C'est assez cocasse incroyable. comme image. Ouais, c'est pas habituel, c'est marrant. Non, mais du coup, ils font une bonne petite performance en Irlande. Ils sont accrochés, ils ont failli gagner le match, ça a basculé un peu vers la fin côté irlandais. En France, ça n'a pas basculé vers les Français à la fin du match, c'est resté en leur possession et une équipe solide italienne qui a été solide sur les bases surtout et c'est pas l'équipe d'Italie qu'on avait l'habitude de voir sur les dernières années un peu plus, mais en tout cas sur l'histoire un peu plus lointaine, c'était pas le fort de cette équipe-là et vous l'entendez un petit peu et vous le voyez peut-être un petit peu derrière moi. L'équipe de France est sortie s'échauffer. Voilà. C'est l'équipe de France donc, qui est sortie au complet. Il y a toujours une sorte de rotation. Il y a plusieurs entrées, sorties, les trois quarts, les avants. Et puis il y a un moment où tout le monde rentre en même temps, ressort en même temps. C'est toute une logistique et tout est vraiment très précis à la minute. Voilà, vous les voyez là, c'est eux qui viennent d'arriver. Gaël Ficou, le patron de la défense. Le leader de la défense. Du coup, les U20, pour terminer sur ce sujet-là, leur dernier match sera donc aussi à domicile. Vous l'avez vu sur l'affiche, ce sera au stade du Hameau à Pau. On a eu en plus en tête d'affiche de ces U20 Théo Atisogbe, l'ailier palois qui n'en finit plus d'affoler les stats, comme on dit, et les compteurs depuis le début avec la section paloise et qui est absolument magnifique. Qui est notamment aligné sur la ligne 3 quarts avec un certain Emilien Gaëton. Pau qui est managé en plus par l'ancien manager double champion du monde Sébastien Piccheroni. Voilà, c'est à Pau, ça flaire le bon coup avec les petits jeunes en tout cas. Ouais, Pau est une équipe qui commence à créer de plus en plus de joueurs et ça c'est impressionnant. On peut citer aussi Oradou chez les jeunes, oui. qui d'ailleurs match en top 14. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est là aussi, comme beaucoup de moins de 20 pardon. Ouais, la section commence à créer de plus en plus de joueurs et à les garder aussi, ce qui est un point assez important. Exactement, ils ont Théo Atisogbe qui pareil vient d'être verrouillé comme Emilien Gaëton jusqu'en 2027 je crois. Donc voilà, Théo Atisogbe et les U20 qui seront en direct du stade du Hameau à Pau. Ce sera la veille de France-Angleterre qui se jouera nous au Groupama Stadium à Lyon. Ce sera le samedi 16 mars à 21h et les garçons, les U20, ce sera le vendredi soir à 21h au stade du Hameau à Pau.
vous ne l'avez pas oublié, j'imagine, sur le chat. Le maillot dédicacé par Grégory Aldrit qui est posé juste devant Nogodi, qui est là et qu'on va vous faire gagner. Et pour vous faire gagner, on va faire le petit quiz, notre petit quiz habituel. Après, si jamais j'ai l'impression que les gens veulent pas trop jouer à ça, je vais le garder s'il faut. Hein. C'est pas grave. Est-ce qu'il a ta taille? C'est quelle taille? C'est du M, ça sera peut-être un peu serré. C'est du M, voyons voir. Mais je peux l'encadrer, ça me va. Ouais, il faut arrêter la gonflette hein, si tu veux rentrer dedans. Ouais, bon, j'ai l'impression que le chat a pas trop envie d'avoir le maillot, donc je vais le garder. Ça me dérange pas, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Bon, je vous explique le principe de notre joueur mystère. Vous allez devoir deviner évidemment qui c'est à travers des questions que je lui ai posées directement. Je vous rappelle que c'est un international français, c'est le seul indice que je vous donne. Mais ça veut dire que des internationaux français, il y en a à l'appel. Ce n'est pas forcément un joueur qui est sur la feuille de match ce soir. Donc, je vais vous donner petit à petit des réponses qu'il m'a données à des questions que je lui ai posées. Et vous allez voir, on va partir d'un sujet plus ou moins large jusqu'à se resserrer. Voilà, et donc dans le chat, vous pourrez essayer de marquer votre nom à partir du moment où je vais commencer. Je vois déjà que ça met des noms, ça ne sert à rien. Je n'ai pas encore posé les questions. Ça n'a pas commencé, les amis. Et surtout, je vous rappelle, je vous le redis, ce n'est pas forcément un joueur du 15 de France actuel. Tout à fait. Donc, écoutez bien les réponses qu'on m'a données. Quelle est la pointure de chaussures? Comment tu fais, toi? Moi, je fais du 45. Eh bien, lui, il fait du 44. Ok. Il est titulaire d'un bac. Ok. Son plus gros défaut, c'est qu'il est très mauvais perdant. Il déteste perdre. Normal. Il y a beaucoup de joueurs à ce niveau-là qui sont très mauvais perdants. C'est un peu compliqué de savoir qui c'est à ce moment-là. Il y en a qui disent Johan Huget, c'est vrai que. Ou Camille Lopez et Morgan Parra, c'est vrai que eux. Tu le savais, hein, que la défaite, il valait mieux pas que ça arrive dans leur coin. Son plus gros défaut, je vous l'ai dit, sa passion en dehors du rugby, il joue beaucoup à la coinche. Ok, joueur de cartes. Voilà, joueur de cartes. Après, dans le rugby, en général, ils sont beaucoup. Ouais, ils sont nombreux à aimer les cartes. Il a commencé le rugby à l'âge de 5 ans. Sa plus grande qualité, c'est l'insouciance. Je vois que son nom n'a toujours pas été trouvé hein, dans le chat pour l'instant, ou alors je ne l'ai pas vu passer. Son endroit idéal pour partir en vacances, un petit peu langue de bois, le garçon. Franchement, peu importe l'endroit, tant qu'il y a les copains ou la famille. Oh, ouais, c'est mignon. Son mignon. style de musique préféré, c'est du rap. Ok. Son endroit préféré au monde où il préfère être. Je pense personnellement que c'est plutôt un jeune. Ok, peut-être un jeune. Parce que le rap, c'est plus récent, que c'est devenu mainstream. Oh là, on rentre dans des débats qui n'ont aucun rapport. Ok, là ça me dit du Gaël Ficou. C'est vrai que Gaël Ficou est très rap, mais non, ce n'est pas Gaël Ficou. Son endroit préféré est un terrain de rugby. Et alors attention, petit à petit, là il m'en reste 3 ou 4, quelques-unes. On va se resserrer très fort. Son premier match en pro, il a joué à l'âge de 18 ans contre Brive. Oh. Voilà. Une petite équipe, anecdote d'ailleurs, lorsqu'il fait sa première titularisation, je crois que c'est son 2e ou 3e match, il a mis un triplé ce jour-là et il a été élu homme du match. Ok. Donc, je vous laisse un petit peu... Son joueur de rugby préféré s'appelle Maxime Médard. Et à la base, il est formé au poste de numéro 10. Donc normalement, c'est pas un avant. Non, ça c'est sûr. Ou alors c'est qu'il y a eu un gros changement physique. Et puis j'aimerais bien avoir les statistiques, mais un avant qui fait du 44, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Exactement. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Il est né à La Tronche. Je connais pas. Je connais pas. Attention, je connais pas. Boum, je viens de voir qu'il passe. Ah, il est passé. Ça y est. Là, les connaisseurs, ils sont là. J'ai déjà vu plusieurs fois, mais j'ai l'impression... Ouais, là, ça y est. Son coloc en équipe de France s'appelle Nicolas Deporter. Ok, bon, je pense que tout le monde l'a. Il a déjà joué dans ce stade, d'ailleurs, avant de jouer avec les Bleus. Il y a joué pendant la Coupe du Monde, mais il y avait déjà joué aussi en 2022 avec les Barbarians contre les Fidji. Bien sûr. Lors de sa première titularisation avec les Bleus, il a mis un premier essai. Et son surnom, c'est LBB. LBB, ah oui, d'accord. Bon, voilà, vous l'avez trouvé. Louis Bielbiarré était notre joueur mystère. Vous inquiétez pas, ceux qui ont été les plus rapides sur le chat, tout a été calculé et mis en avant par nos modérateurs. Évidemment, en plus, ça nous permet d'avoir une petite pensée pour Louis Bielbiarré qui est forfait de dernière minute. Mathis Lebel est arrivé, Greg Aldrit nous l'a dit hier soir à 22h30, a rejoint les Bleus ici à Lille pour être titulaire ce soir sur la feuille de match. On vous rappelle donc que ce match est à suivre en direct sur France TV. Coup d'envoi dans une demi-heure.
Tout à fait, dans une demi-heure tout pile. Avec au commentaire Demi-heure tout le pile. duo habituel, Mathieu Lartaud, Dimitri Yachvili qui seront là. Un match entre la France et l'Italie avec, on espère, beaucoup de jeux, beaucoup d'essais. Ouais, on va dire que là, comme je le disais, le vent, il n'est pas trop important. La pluie, ça va. En même temps, on a un toit au-dessus de la tête. Mais non, normalement, je pense qu'on devrait avoir un bon match. Je suis persuadé que la victoire de la semaine dernière elle va faire du bien dans la tête et qu'on se prépare toujours mieux dans la victoire. Et je pense qu'on va avoir un beau visage de cette équipe de France. Voilà. On a surtout, en fait, je pense qu'on a surtout envie qu'eux, ils prennent du plaisir et que derrière, les gens se disent putain, cette équipe de France, elle s'est fait plaisir sur le terrain, quoi. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion d'en parler sur Twitch, sur la chaîne Twitch France Rugby dès mardi avec Pauline qui sera là pour vous accompagner sur le rendez-vous, ça s'appelle. Alors la semaine prochaine, elle est aussi là normalement 2 fois par semaine avec aussi la quotidienne. Le rendez-vous, ça c'est tous les mardis. Elle a des invités, il y a Camille Grassino qui était venue aussi, qui est actuellement à Vancouver avec l'équipe de France A7. Nicolas Deporter était passé. Voilà, elle a toujours Joanie un petit Bossemoin. invité. Exactement, voilà, toujours un petit invité avec elle. Donc c'est mardi sur la chaîne Twitch de France Rugby. Vous allez pouvoir débriefer ce match entre la France et l'Italie. Pas de compo la semaine prochaine évidemment parce que pas de match. Mais la semaine suivante, rendez-vous le mardi avec Pauline et la conf de presse, ce sera du coup, je pense que c'est, on joue quel jour déjà ? On joue le samedi, ouais. Donc ce sera jeudi. Samedi. La conf de presse c'est toujours 2 jours avant, une fois qu'on donne la compo du 15 de France. Vous savez tout. Merci beaucoup Nogodi. Avec grand plaisir, quel régal de le faire à chaque fois. Mais t'as dit tout à l'heure qu'effectivement il y avait France Télévisions. Mais on va pas vous renvoyer vers France Télévisions, pardon. C'est on va au vous choix. renvoyer oui, bien sûr, mais sur Twitch. Vous pouvez rester sur cette chaîne-là. On va vous envoyer chez Rivenzi qui va commenter le match, qui va faire ce qu'on appelle une viewing Avec party Emeric Poney Club. avec Emeric Poney Club que si vous suivez France Rugby, le rugby de manière Vous générale sur connaissez Twitch, bien. vous connaissez. Allez-y, c'est que du plaisir, je vous le conseille. Et si jamais vous n'y restez pas, passez au moins un petit coucou de notre part, de la part de Génie et Nogodi. Voilà. Voilà, vous leur direz qu'on a bien fait ce qu'il fallait. On vous a envoyé vers eux en tout cas. On n'a Tout à pas fait. oublié. Et bien sûr, vous le savez, vous pouvez le suivre si vous préférez sur France TV. Nous, on vous donne rendez-vous en direct de la pelouse du Groupama Stadium à Lyon. Ce sera le 16 mars pour le match à 21h. Donc, je pense qu'on devrait être là sur les coups de 19h en direct sur la chaîne Twitch de France Rugby. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci pour l'accueil que vous nous réservez, pour tous les retours qu'on a après Bien les sûr, émissions aussi. n'hésitez pas à nous dire vous aussi. nous dites ça va, ça va pas. Ouais, On écoute. exactement. N'hésitez pas à nous dire. J'ai reçu plein de messages après la première édition qui étaient très très gentils. Et franchement, n'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, de nous dire écoutez, ce serait bien de faire ça, nous proposer des idées, même pourquoi pas. Tu vois. Allez, on est L'idée. fermé à rien du tout. Ouais, Donc, bien sûr, merci. voilà, c'est pour ça. N'hésitez Merci pas. beaucoup pour tout ça, pour les retours, pour votre accueil. Merci à France Rugby de nous faire confiance à tous les deux aussi. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous, nous, en ce qui nous concerne, sur la chaîne Twitch de France Rugby, le 16 mars, en direct de Lyon, à 19h. Très bon match à tous et bien sûr, allez les Bleus. Allez les bleus, bien Ciao, évidemment. Ciao, ciao.